Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce premier webinaire de l'année 2022 de formation sur les bonnes pratiques d'identification secondaire. Alors, pour tout vous dire, on a eu un tout petit problème technique au moment du démarrage du webinaire et ce n'est pas moi qui vais projeter les diapositives parce que je n'ai pas pu partager mon écran. Donc, je dirai à chaque fois diapositive suivante, vous m'excuserez, ça sera un petit peu moins fluide. Donc, diapositive suivante, Sophie, s'il te plaît. Et j'attends que ça arrive. Parfait. Donc, en attendant que les retardataires se connectent, puisque vous êtes à peu près la moitié à être connectés, je vais vous rappeler les bonnes pratiques de ce webinaire. Avec cet outil, donc l'outil Livestorm, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas activer votre micro. Par contre, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à faire vos remarques dans le chat. J'y répondrai soit au fil de l'eau si ça s'y prête, soit au cours des sessions questions-réponses. Le support de présentation, évidemment, sera comme d'habitude en ligne sur l'espace collaboratif de l'Agora Social Club. Vous pouvez vous inscrire et demander l'accès à l'espace Grive, on le donne extrêmement rapidement. Enfin, si vous étiez plusieurs à assister à la formation en utilisant la même connexion dans une grande salle, par exemple, pouvez-vous nous envoyer un mail donc, à l'adresse habituelle, grive@ies-sud.fr, en indiquant bien les noms, prénoms, fonctions, établissements des participants, ainsi que l'adresse mail. Et cela permettra pour nous de nous faire le taux de participation, bien sûr, mais également pour vous de recevoir vos attestations de présence et la sollicitation pour évaluer vos connaissances, donc pour le quiz. Alors, je vais vous mettre moi-même les adresses dans le chat. Ça sera un tout petit peu moins fluide parce que comme Sophie projette, elle ne peut pas en même temps écrire dans le chat. Voilà. Donc, je viens de vous mettre l'adresse du Grive. Alors, au cours de cette formation, comment ça va se dérouler? Évidemment, on va faire une petite partie introductive. On va rappeler quelques bases d'identito-vigilance et qui traiteront évidemment aussi d'identification primaire, parce qu'on ne peut pas faire d'identification secondaire si on ne connaît pas le b.a.-ba de l'identification primaire. Ensuite, on déclinera les bonnes pratiques d'identification secondaire au cours des principaux actes de soins. Et on terminera sur quelques situations qui demandent une vigilance particulière. Et enfin, on abordera tout l'intérêt de déclarer les erreurs pour les analyser et améliorer la culture qualité-sécurité. Donc, je commence doucement, nous ne sommes pas encore au complet, mais je vous propose de commencer directement. J'en profite pour redire bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, tout d'abord, quelques définitions, et j'en suis désolée, c'est parfois un peu rébarbatif, mais il est indispensable de les connaître. Qu'est-ce que l'identito-vigilance? L'identito-vigilance, c'est l'organisation et les moyens qu'on va mettre en place et mettre en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager à toutes les étapes de la prise en charge. Ça, c'est la définition qui est donnée dans le référentiel national d'identito-vigilance. L'identito-vigilance, on la sépare classiquement en identification primaire et identification secondaire. Aujourd'hui, on va parler uniquement d'identification secondaire, mais je tiens à vous rappeler que l'identification primaire, ça regroupe, ça rassemble l'ensemble des opérations qu'un professionnel va réaliser pour relier un usager physique à un dossier, qu'il soit papier ou informatique. Donc, ça comprend les opérations de recherche d'une identité, de création, de modification d'identité et également de l'attribution à une identité d'un niveau de confiance. On n'ira pas plus loin aujourd'hui sur l'identification primaire. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire aux webinaires spécifiques d'identification primaire qui sont organisés. L'identification secondaire, qui est notre sujet aujourd'hui, rassemble finalement tous les moyens qu'on va mettre en œuvre au moment de la prise en charge pour s'assurer
qu'à chaque soin, à chaque acte, on va bien dispenser le bon soin, le bon acte au bon usager, le bon soin au bon patient. Et donc, à chaque étape, on va vérifier l'adéquation entre l'identité de l'usager physique et l'identité présente sur les supports de prise en charge. L'identitovigilance est encadrée, diapositive suivante, par des textes réglementaires. Un que vous connaissez bien, hein, qui est le manuel de certification et qui va traiter plus spécifiquement d'identification secondaire. Et évidemment, hein, dans le manuel de la nouvelle certification, l'identitovigilance est concernée par le critère 2.3.1. Je vous ai mis quelques éléments sur la diapositive. Et il y a un texte réglementaire qui est beaucoup plus récent, qui était attendu depuis longtemps par les référents et les professionnels des établissements de santé, qui est le référentiel national d'identitovigilance, qui est paru et qui a été rendu opposable par arrêté, un arrêté du 27 mai 2021. Deux volets de ce référentiel concernent les établissements de santé. Le volet 1 et le volet 2, donc le volet 1 concerne tout le monde, hein, il est opposable à tous les acteurs de la santé et du médico-social. Le volet 2 est une déclinaison spécifique pour les établissements de santé. Et ce volet 2 traite d'identification primaire. Le volet 1 traite principalement d'identification primaire. Le volet 2, il s'attarde également sur les pratiques d'identification secondaire. Alors, pourquoi avoir mis en place une telle vigilance, qui est une vigilance jeune, hein, l'identitovigilance, on utilise ce terme depuis une douzaine d'années, et finalement, c'est une vigilance qui est remontée du terrain, puisqu'elle n'est pas encore réglementaire, comme la réactovigilance, l'hémovigilance, la biovigilance, etc. Mais par contre, c'est une vigilance finalement qui a été initiée par les acteurs et les professionnels de terrain. Et pourquoi elle a été initiée? Diapositive suivante, merci. Parce que les acteurs de terrain étaient bien conscients qu'une erreur d'identification, c'était un risque majeur pour la prise en charge de l'usager. Je vous ai mis là quelques exemples. Alors, j'aurais pu on aurait pu pendant 3 heures parler que des exemples, parce qu'il y en a vraiment un certain nombre. J'ai choisi de vous en mettre quelques-uns qui illustrent un petit peu mon propos, mais c'est vraiment un choix, un florilège. Voilà. Donc, j'ai choisi de vous illustrer, de vous rappeler un événement indésirable qui s'est produit à Vienne, à côté de Lyon, en 2013. Alors, l'événement a été mis en évidence en avril 2013. Il s'était produit 6 mois plus tôt. Alors, comment ça s'était passé? 2 patients étaient hospitalisés dans une clinique. Un des 2 patients devait avoir un examen d'imagerie médicale. Le brancardier se trompe de chambre et rentre dans la mauvaise chambre. Il ne vérifie pas l'identité du patient. Le patient ne s'étonne pas d'être amené en radiologie. Le patient arrive en radiologie. Le technicien d'imagerie médicale ne vérifie pas l'identité et fait l'examen au patient, donc au mauvais patient. Mais il est persuadé que les résultats d'examen, finalement, sont identifiés avec l'identité du patient qu'on va appeler A, qui était le patient initialement prévu pour cet examen. Et il y a une grosse anomalie. Il y a une grosse anomalie sur cet examen qui nécessite une opération en urgence. Et donc, on transfère le patient A en urgence dans un autre établissement, hein, puisque la clinique initiale ne réalise pas ce type d'intervention. Et le patient est opéré. Et l'erreur est découverte 6 mois plus tard, lors d'un examen de contrôle, par un radiologue qui compare finalement des images d'échographie, des images de scanner, etc., et qui dit c'est pas possible, ces images ne peuvent pas appartenir au même patient. On fait l'enquête, on se rend compte que effectivement c'est pas le bon patient qu'on a opéré, mais on se rend compte qu'il y a dans la nature un patient dont on ne connaît pas le nom, qui a ce problème majeur et qui doit être opéré en urgence.
Et d'où, à l'époque, je me rappelle très bien, il y avait des appels à la radio et qui disaient si ce patient qui a été hospitalisé entre le temps et le temps dans telle clinique se reconnaît, qu'il contacte au plus vite un médecin, etc. etc. Alors l'histoire finit bien parce que le patient finalement il se reconnaît, il contacte le médecin et son anomalie avait été découverte à l'occasion d'un autre épisode dans un autre établissement et il avait été opéré. L'histoire finit bien, sauf qu'il y a quand même un patient qui a été opéré pour rien et que potentiellement le premier patient aurait pu décéder faute de prise en charge. Donc, un deuxième, c'est pas des anecdotes, hein, un deuxième fait que je voulais vous relater, c'est une histoire, je suis sûre que vous en avez tous entendu parler, ça se passe dans la région. En 1994, dans une maternité, 2 mamans accouchent et on ne met pas de bracelet au bébé. Et les bébés sont échangés. Ils font un séjour dans une couveuse et ils sont échangés. Il n'y a pas de bracelet, il y a confusion de bébés, ils sont échangés. L'affaire est découverte 10 ans plus tard parce que le papa d'un des 2 enfants, qui en a un peu marre, qu'on se moque de lui, il habite dans un village, et puis on n'arrête pas de dire bah, ta fille, elle ne te ressemble pas du tout, c'est la fille du facteur, etc. Donc, il demande, il a des doutes, du coup, ce brave homme, et il demande un test de paternité. Et là, test de paternité revient, effectivement, ce n'est pas le papa du bébé. Mais la surprise, c'est que la maman, ce n'est pas non plus la maman du bébé. Donc, c'est une affaire qui a été jugée il n'y a pas très longtemps, hein, qui a été largement médiatisée, et la clinique a été condamnée à 1,8 million d'euros de dommages et intérêts. Mais je pense que les parents, ils ont préféré ne pas avoir d'argent et avoir chacun leur bébé initialement. Hein. Il y a eu vraiment des conséquences. Je voulais diapositive suivante. Je voulais aussi vous parler de 3 autres cas qui illustrent bien. Il y en a qui sont récents et il y en a d'autres qui illustrent surtout le risque au moment des prélèvements. Donc, je voulais vous relater également 2 cas qui se produisent en radiothérapie sur des patients externes. Et là, il y a un énorme risque, hein, parce que le patient externe, en règle générale, il attend dans une salle d'attente. On l'appelle par question fermée, forcément, parce que dans la salle d'attente, c'est compliqué d'appeler le patient par question ouverte, c'est même pas possible. Sauf que dans la salle technique, on ne vérifie pas. Ben, c'est arrivé à Lille, à Paris très récemment, vous le voyez. Le mauvais patient s'est présenté. On n'a pas vérifié par question ouverte l'identité et on a irradié finalement la mauvaise zone ou surirradié la zone avec une dose excessive de rayons. Sur les prélèvements, ça se passe, alors la première histoire que je veux vous relater, ça ne se passe pas en France, ça se passe en Suisse, c'était il y a quelques années, en 2007, hein, ça a été jugé il n'y a pas très longtemps aussi. C'est un cabinet qui fait des biopsies mammaires. Et donc forcément, hein, il y a beaucoup de patientes qui défilent. Et la dernière patiente de la journée, elle a une biopsie. Et sauf que le praticien est fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué. Il n'identifie pas le pot dans lequel est la biopsie, le flacon. Et puis il part. Et vous savez, les biopsies, c'est tout petit. Et donc le pot a l'air vide. Le lendemain, l'activité technique reprend, c'est un autre praticien, une première patiente se présente, on fait une biopsie, ce pot il est là sur la paillasse, il a l'air vide, on met le matériel à biopsier dans ce pot. Et on identifie, ça part au labo. Et le résultat revient, cancer extrêmement agressif. Prise en charge en urgence de la patiente, double mastectomie. Sauf que l'anapathe sur la pièce opératoire montre qu'il n'y a pas de cancer, le tissu est sain. Enquête faite, il y a eu mélange finalement des 2 biopsies et c'était la patiente qui avait eu la biopsie la veille qui avait un cancer très agressif. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, 1, il y a une patiente qui n'avait rien, qui a subi une double mastectomie, et 2, il y a une patiente qui avait un cancer très agressif et qui a eu un retard de prise en charge. Voilà. Il s'est passé un petit peu la même chose dans les années 90. Alors là, cette fois-ci, c'était à Paris, sur une identification de biopsie de prostate, erreur d'étiquette sur la biopsie. Et on a réalisé une prostatectomie chez un patient sain. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, après,
ces événements indésirables que je voulais partager avec vous pour vous faire prendre conscience que le risque, il est vraiment majeur et on peut avoir vraiment des situations graves. On a quelques chiffres. Voilà, parfait, merci pour la diapositive. On a quelques chiffres qui ne sont pas français hein, et qui sont un peu anciens. Ce sont une étude qui a été faite aux États-Unis hein, par la commission d'accréditation des organisations de santé, donc une étude qui a une vingtaine d'années, et qui avait retrouvé que 67% des événements indésirables en transfusion, des erreurs en transfusion, 13% des erreurs en chirurgie étaient dues à une erreur d'identito-vigilance. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et en fiabilisant l'identification du patient, on va diminuer les événements indésirables de façon globale. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'en France, les noms de famille peuvent être très peu divers. C'est-à-dire, il y a une étude, alors ça se trouve, vous trouvez ça sur geopatronyme.com, hein, c'est un site internet. 50% des personnes en France se partagent 6,4% des noms qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'homonymes, et en particulier sur des noms fréquents, hein, Durand, Martin, Dupont, Laurent. Et ça veut dire que si on ne se base que sur le nom pour identifier un usager, on a un risque d'erreur. Et c'est bien pour ça qu'en identito-vigilance, on dit, pour identifier un usager, il y a un certain nombre de traits à vérifier et on verra lesquels dans la suite de la présentation. Voilà. J'aime bien présenter, diapositive suivante. Voilà, j'aime bien présenter cette diapositive pendant les webinaires. Je la présente aussi au webinaire sur l'identification primaire, parce que ça nous montre à quel point il est facile de faire une erreur quand on lit un texte. Je suis certaine que tous, vous pouvez lire parfaitement bien ce texte, malgré qu'aucune lettre soit dans l'ordre, à l'exception de la première et de la dernière de chaque mot. Et donc, c'est une étude qui a montré qu'en fait, on ne lit pas lettre à lettre, notre cerveau photographie, et finalement, si le mot commence par la bonne lettre, finit par la bonne lettre et a à peu près les bonnes lettres à l'intérieur, on va le lire très facilement. Alors, pourquoi j'aime bien cette diapositive? Parce que vous savez qu'il y a des noms et des prénoms qui diffèrent par peu de lettres. Par exemple, moi, je prends toujours le même exemple, c'est Reine, prénom féminin, et René, prénom masculin. C'est du français, ça. Si on lit un peu vite, si on n'est pas complètement attentif, si on n'est pas concentré et qu'on ne fait pas une lecture consciente de l'identité, eh ben, on peut très bien sélectionner la mauvaise identité. Quand on va chercher un dossier, par exemple, pour enregistrer un document, et en identification secondaire, vous allez être amené à alimenter le dossier. Donc, la recherche d'une identité dans le système d'information, ce n'est pas réservé aux admissionnistes. Diapo suivante. Voilà. Les erreurs, où sont-elles très fréquentes? Elles sont fréquentes en administration médicamenteuse. Les erreurs de patients sont la première cause d'erreurs médicamenteuses. Les erreurs, elles sont fréquentes sur les prélèvements, qu'il s'agisse de prélèvements biologiques ou de prélèvements d'anatomie et cytologie pathologique, par exemple, ou des prélèvements autres. Voilà. Souvent, ce sont des prélèvements qui sont non identifiés, donc on a bien une prescription, mais on n'a pas d'étiquette sur le flacon, ou des prélèvements qui sont mal identifiés, qui ne comportent pas la bonne identité. Le transport par le brancardier, donc le transport interne dans une structure, est souvent à l'origine d'événements indésirables. Vous avez l'illustration là avec le cas de Vienne en 2013, hein, l'erreur initiale et l'erreur du brancardier. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Toutes les barrières de sécurité sautent. Mais l'erreur initiale, c'est un brancardier qui se trompe de chambre. Et pourquoi finalement il y a beaucoup d'erreurs dans le transport? Parce que je pense qu'on oublie un petit peu les brancardiers quand on fait des formations. Qu'on n'insiste pas assez sur l'importance de leur rôle en tant que barrière, en tant que participant à la prise en charge. L'identité, elle est soit peu vérifiée, soit pas vérifiée, soit mal vérifiée.
C'est-à-dire, le brancardier qui est mal formé ou qui n'a pas compris l'importance va utiliser des questions fermées. Et souvent, ça s'explique par les organisations des hôpitaux, il n'y a pas de temps, il y a beaucoup de travail. L'usager, on le prend dans un service clinique, on va l'amener par exemple dans un service médico-technique ou un service d'exploration fonctionnelle, et on va le laisser tout seul à attendre que quelqu'un vienne le chercher. Ça, c'est aussi une cause d'erreur. Donc, il y a des situations où les erreurs sont fréquentes. Et diapositive suivante, et on sait qu'il y a des situations qui sont à risque. C'est connu et c'est des situations ou des services où on doit être plus particulièrement attentif. Première situation à risque, et on en a beaucoup à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle l'usager non communicant. On verra tout à l'heure que faut-il considérer comme un usager, quand faut-il considérer qu'un usager est non communicant. Alors, un usager non communicant, comme il ne communique pas, on ne peut pas l'interroger. S'il a un bracelet d'identification, ça nous aide. Mais malheureusement, il n'y en a pas toujours. Et quand on fait les audits sur le port du bracelet à l'hôpital, on s'aperçoit qu'il y a toujours au moins 1 ou 2 usagers non communicants qui n'ont pas de bracelet. Et forcément, comme l'usager ne communique pas, il ne peut pas s'étonner. Et il ne peut pas participer, il ne peut pas être acteur de sa prise en charge. Par exemple, un usager communicant, un brancardier vient le chercher, il lui dit « Monsieur, je vous amène en radio ». L'usager, s'il est acteur de sa prise en charge, il va dire « Mais on ne m'a pas prévenu que j'allais en radio et pourquoi je vais en radio ?» Et là, ça va peut-être alerter le brancardier qui va revérifier l'identité et peut-être s'apercevoir qu'il s'est trompé. Un usager non communicant, il ne pourra pas s'étonner ni participer. Les urgences sont un service à risque. C'est un service à risque pour un certain nombre de raisons. La première chose, c'est qu'il y a un nombre important de passages. Dans un service classique, il y a 30 lits, il y a 60 lits, il y a 80 lits, mais les patients, ils vont rester au moins 1 journée, 2 jours, 3 jours. Voilà, donc on ne va pas faire, dans un lit, il ne va pas y avoir plus d'un usager dans une journée. Aux urgences, il y a un nombre important de passages. On peut accueillir 100, 200, 300 usagers dans la journée. Il y a des usagers qui restent longtemps, il y a des usagers qui ne restent pas longtemps. Il y a la notion d'urgence, donc il faut se dépêcher dans la prise en charge. Et malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Quand le soignant et les personnels se sentent débordés par manque de temps, ce qui saute, c'est les barrières de sécurité. C'est pas bien, mais c'est comme ça, c'est la réalité des faits. Et après, il y a, alors j'espère que c'est un peu moins le cas, mais il y a quelques années, il y avait vraiment une mentalité excusez-moi du terme, de cow-boy, des personnels qui travaillent dans les services d'urgence, qui sauvent des vies. Et donc, finalement, ils font ça un peu en s'affranchissant des barrières, des règles, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce que la prise en charge est urgente, etc. Mais finalement, quand on se trompe, on perd encore plus de temps et il y a une perte de chance pour les patients. Et ça, c'est un élément qui doit passer au cours des formations pour que les gens prennent conscience que la vérification, la barrière, ce n'est pas une perte de temps, c'est une sécurité et c'est un gain de temps ultérieur. Et enfin, il y a toutes les situations où on va faire appel à des personnels soit nouveaux arrivés, soit des étudiants qu'on ne va peut-être pas bien former parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'ils passent trop vite, ou alors on les a formés, mais l'étudiant, il faut qu'il se fasse son expérience. Donc, il se dit non, on m'a dit ça, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver, etc. Et puis, il y a les situations de surcharge de travail. Il y a un personnel absent, on doit pallier à son absence, on n'est pas renforcé. Ben forcément, qu'est-ce qu'on fait pour gagner du temps? C'est souvent les barrières de sécurité qui sont. Diapositive suivante. Voilà. Il y a des situations où l'erreur sera toujours grave. Soit parce qu'on fait un acte à risque, soit, et je vous ai listé ici quelques services, mais je ne suis probablement pas exhaustive, parce qu'on fait un acte à risque ou parce qu'on va faire un acte, entre guillemets, irrémédiable. Si on s'est trompé de passe de côté ou d'organe à opérer, bah, c'est foutu. On a opéré le mauvais, on ne peut pas rattraper, même sur le bon patient. J'en profite pour vous rappeler, je le dirai à un autre moment de la formation, que les erreurs de côté sont à considérer comme des erreurs d'identitovigilance. Alors après,
cette partie de généralité, on va passer, diapo suivante, à quelques bases d'identito-vigilance. Et alors, qui seront assez rapides, je vous rassure, mais je ne pouvais pas vous parler d'identito-vigilance aujourd'hui sans vous parler d'identité nationale de santé. Parce que vous, soignants, vous la verrez probablement sur des documents, sur des prescriptions, quand elle sera bien déployée dans vos établissements. Cette identité nationale de santé, c'est une identité qui est unique, qui est pérenne, donc permanente, pour un usager, une seule identité, et qui provient des bases d'identité de référence. Cette identité, elle n'est pas saisie, elle est récupérée en utilisant un téléservice informatique qui s'appelle le téléservice INSI. Et du coup, pas de risque d'erreur. Comme tout le monde interroge le même téléservice, chaque professionnel qui va intervenir dans la prise en charge du patient, donc l'hôpital, le médecin traitant, l'EHPAD, par exemple, si c'est un patient qui vient d'EHPAD, le labo de ville, l'imagerie médicale, la pharmacie, tous les professionnels libéraux, les infirmiers, les kinés, etc. Tout le monde va utiliser la même identité. Donc, on ne se trompera plus de patient quand on parlera de professionnel à professionnel, quand on parlera oralement, mais quand on échangera et quand on partagera des données de santé. Cette identité nationale de santé, elle est composée d'un certain nombre de traits. Tout d'abord, un matricule, le matricule identité nationale de santé, donc qui est constitué par le numéro d'immatriculation au répertoire des personnes physiques, donc qui est un répertoire géré par l'INSEE, la base INSEE, on dit. Un identifiant technique, l'OID, je ne vous en dis pas plus, c'est utile pour nos systèmes d'information, mais vous ne verrez jamais, vous, cette suite de chiffres apparaître sur un document. Et les traits de l'identité, les traits stricts de l'identité, que sont le nom de naissance, les prénoms de naissance, donc les prénoms de l'état civil. Là, vous avez un exemple avec Marina Anne, donc c'est le premier et le second prénom, qui sont séparés par un espace et pas par une virgule comme sur la pièce d'identité, la date de naissance, le sexe, et le code géographique officiel du lieu de naissance. Donc, ce code géographique officiel, vous n'en servez pas pour vérifier l'identité du patient et vous ne vous en servirez pas dans l'avenir non plus. Par contre, c'est intéressant pour distinguer des homonymes parfaits, c'est-à-dire des homonymes qui seraient homonymes sur les 4 traits, nom de naissance, prénom, date de naissance et sexe, et il en existe. Donc, cette INS, je vous ai décrit, je vais passer rapidement sur cette diapositive. On utilise un téléservice pour le récupérer auprès des bases d'identité de référence. C'est une donnée qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, donc il y a du retard dans la mise en œuvre, mais là, ça commence à bien prendre, et probablement que certains de vos établissements l'utilisent déjà, au moins le récupèrent dans le référentiel d'identité, donc la gamme, la gestion administrative du malade, voilà, et qui sera utilisé pour alimenter le DMP, donc mon espace santé du patient, et qui sera même indispensable pour l'alimenter à partir du 1er janvier 2023, et qui va permettre donc une amélioration de la coordination du parcours du patient. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, je vais regarder rapidement. Alors, si le prénom est composé, le séparateur est visible comment me pose la question Stéphanie Merisier pour l'INS. Ça dépend si à l'état civil, le patient il a un prénom composé qui est séparé par un tiret. Donc, Jean-Claude, par exemple, le tiret sera ramené par le téléservice. Il y aura, par exemple, Jean-Claude espace Pierre qui correspondra à un premier prénom Jean-Claude et puis Pierre, ça sera le second prénom. Par contre, il y a des prénoms composés qui ne sont pas séparés par des tirets, puisque le fait de mettre un tiret, c'est un choix des parents quand ils déclarent l'enfant à l'état civil. Et à ce moment-là, on ne peut pas savoir finalement si on a Jean espace Claude sans tirer. On ne peut pas savoir, rien qu'avec le retour, rien que dans l'INS, on ne peut pas savoir si le patient s'appelle Jean-Claude ou s'il s'appelle Jean avec un deuxième prénom Claude. Et ça, c'est l'intérêt
Mais je vous invite à vous inscrire à un webinaire de présentation de l'INS et du RNIV où j'explique vraiment ça en détail. Ça, c'est l'intérêt d'un champ qu'on a rendu obligatoire et qui est présent dans vos systèmes d'information. C'est le champ premier prénom. Et quand on accueille l'usager, on lui dit, et si on a la pièce d'identité, c'est facile. Le premier prénom, c'est tout ce qui se trouve avant la première virgule dans le champ prénom. Si on n'a pas la pièce d'identité, on demande au patient quel est votre premier prénom et on le renseigne. Mais là, c'est plutôt, je ne rentrerai pas plus dans le détail dans le cadre de ce webinaire-là. Voilà. Je regarde si j'ai répondu. Alors, Emmanuel, tu nous disais, je croyais que c'était une pratique exigée prioritaire depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, tout à fait. L'identitovigilance était une pratique exigée prioritaire jusqu'en 2020. C'est maintenant devenu un critère standard. Pourquoi ? Parce que les experts visiteurs considèrent que ça doit être maîtrisé dans les établissements. Ça ne veut pas dire que s'il y a un énorme problème d'identito qui se voit au moment de la certification, c'est pas grave et ça va passer, ça passera pas. Et les experts visiteurs pourront investiguer avec d'autres moyens. Si vous êtes intéressé par un focus plus certification, j'avais fait un webinaire avec Pasquale qui doit être en replay sur le site Pasquale. C'est un webinaire qu'on a fait alors je ne sais plus si c'est le 25 ou le 26 novembre dernier. Alors là, je n'ai pas le lien, mais on note de vous envoyer éventuellement le lien pour le lien du replay si vous êtes intéressé. Alors, la traçabilité du contrôle d'identité est-elle obligatoire alors, je vais répondre maintenant. On y reviendra aussi pendant la présentation, mais je vais quand même y répondre maintenant. Oui, la traçabilité du contrôle d'identité est obligatoire. Maintenant, on n'a pas les outils. Je vais être extrêmement franche avec vous. Là aussi, vous aurez beaucoup de détails dans le webinaire certification. On fait peut-être parfois des trucs un peu où ça ne sera pas une vraie traçabilité qu'on va mettre en œuvre. Par exemple, vous pouvez écrire, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas des moyens et puis c'est compliqué de demander aux soignants de faire 3 clics pour valider un soin. On n'a pas aujourd'hui des outils qui nous permettent d'avoir un peu une traçabilité automatique. Alors, il y a des choses qui vont arriver en e-santé, des outils de e-santé qui vont nous permettre de tracer la vérification de l'identité. Je vous invite à venir participer aux Journées du GRIV qui auront lieu le 9 juin 2022 à Toulon, parce qu'on a invité quelques éditeurs qui proposent des solutions un peu innovantes en identitovigilance, et notamment, on a 3 éditeurs qui vont venir présenter des solutions pour tracer la vérification de l'identité du patient de façon automatique avec des outils de e-santé. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire aux Journées du GRIV. On vous enverra le save the date. Et si vous voulez être bien sûr normalement, on ne devrait pas oublier, renvoyez-nous un petit mail sur GRIV pour nous dire « je suis intéressé, je voudrais bien le lien d'inscription, etc. » Et donc, en attendant d'avoir ces outils de e-santé pour tracer ce contrôle d'identité, on peut, moi c'est ce que j'avais fait dans l'hôpital où je travaillais avant, je l'avais fait suite à la visite de 2010 parce que les experts visiteurs, ils m'avaient dit « Ah ouais, mais vous avez pas écrit, vous tracez pas la vérification de l'identité. » Alors j'ai dit « Mais vous faites comment vous dans vos établissements ?» Et donc il y en avait une, c'était une directrice des soins, elle m'avait dit « Ah ben nous on a fait une procédure et dans la procédure on a écrit qu'à partir du moment où le soignant validait informatiquement le soin, il s'engageait et ça voulait dire qu'il avait vérifié l'identité. » Alors, c'est un truc un peu, ça ne veut rien dire du tout dans la vraie vie. Ce n'est pas parce qu'il valide le soin qu'il a vérifié l'identité. Mais bon, c'était une façon d'imaginer la traçabilité. Donc oui, il faut tracer. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas, ça va venir, mais aujourd'hui, on n'a pas d'outils qui permettent de tracer automatiquement. Donc, c'est des clics en plus. Ce n'est pas très ergonomique. Alors, voilà. Alors, Emmanuel, je ne sais pas ce que tu as voulu dire par « en revanche, ce n'est pas déployé dans mon espace santé ». Donc, si tu pouvais repréciser dans un mail, enfin dans un mail, dans le chat.
Pas de pièce d'identité, nous renseignons identité provisoire dans le champ autre prénom. Alors oui, Emmanuel, chez nous, si pas de pièce d'identité, nous renseignons identité provisoire dans le champ autre prénom. Cela permet de savoir si la pièce a été demandée. Oui, mais ça, le problème, c'est que ça va plus pouvoir être conservé à cause de l'INS. Parce que le champ autre prénom, il va devenir le champ liste des prénoms et il doit contenir la liste des prénoms de l'INS. Par contre, donc du coup, c'est vrai que c'était simple et efficace, ça marchait bien, hein, on l'avait mis ensemble en place à la fois à Lavran et à Sainte-Anne, mais il va falloir trouver d'autres solutions. Par contre, comme le DPI, donc bon, je sais que c'est M-Crossway, hein, va évoluer et va afficher les statuts de l'identité, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin. Le soignant verra que l'identité est provisoire et pourra essayer de récupérer une pièce d'identité puisque le dossier patient informatisé évolue lui aussi avec l'arrivée de l'INS. Voilà. Alors oui, quand on ouvre l'espace santé, il n'y a pas d'identification, de demande de pièce d'identité, effectivement, et ça pourrait être un problème pour peu qu'il y ait une usurpation d'identité, d'autant plus qu'il suffit de téléphoner à l'assurance maladie pour avoir communication du numéro de série de la carte vitale s'il est effacé. Alors, Sophie Lanier qui nous dit pour tous les prénoms étrangers aussi, ils seront dans cette liste. Alors, oui, les usagers qui sont nés à l'étranger, mais qui travaillent en France et qui cotisent à l'assurance maladie, oui, ils auront une identité nationale de santé. Par contre, le touriste étranger qui vient passer ses vacances sur la Côte d'Azur, lui, il n'aura pas d'identité nationale de santé et vous continuerez à le prendre en charge comme aujourd'hui finalement. Hein. Je vais poursuivre. Merci en tout cas de ces échanges riches, c'est très agréable et de cette interaction. Je vous propose qu'on poursuive sur la présentation, mais j'ai un œil sur le chat, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je voulais faire rapidement quelques rappels de vocabulaire parce que c'est important mais de connaître ces quelques termes, y compris quand on est soignant et qu'on fait de l'identification secondaire. Qu'est-ce qu'un homonyme? Un homonyme, on appelle homonyme des personnes qui vont partager des traits d'identité ou qui ont des identités très proches. On parlait tout à l'heure de Dupont, de Laurent, de Martin. On parlait de certains prénoms aussi. Les fréquences d'homonymes sont variables selon les pays, les régions et les cultures. Et selon les populations finalement, puisqu'il y a dans certaines sociétés des coutumes qui veulent que le premier-né s'appelle toujours comme le père et le petit-fils, etc. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir 3 Santiago Antoine, ils sont distinguables juste par la date de naissance et c'est le grand-père, le père et le petit-fils. On met aussi dans les homonymes ce qu'on appelle les homophones, c'est-à-dire des noms qui s'entendent pareil, comme je vous ai mis l'exemple ici de Dupont et Dupont. Voilà. Qu'est-ce qu'une usurpation d'identité? C'est l'utilisation volontaire par un usager d'une identité qui ne lui appartient pas. En règle générale, c'est parce que cet usager ne cotise pas à l'assurance maladie, donc n'a pas de couverture sociale, il a besoin de soins, il n'a pas d'argent ou il n'a pas envie de payer, et donc il prend la carte d'un ami, d'un cousin, d'un frère, ou il vole une carte et il utilise cette identité. Ce que ne sait pas cet usager, c'est que s'il prend l'identité, il prend aussi les antécédents et l'historique médical de l'autre patient, pourvu que cet autre patient ait été connu dans l'établissement. Donc l'usager ne se rend pas compte du risque pour sa santé à usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Vous, en tant que soignant, alors c'est plus de l'identification primaire, mais votre rôle, c'est de mettre en œuvre des techniques de dépistage, de vous étonner et de signaler si vous avez un doute. Je ne sais pas, moi, vous avez un patient qui a une date de naissance, il est né en l'an 2000, vous le regardez quand vous le prenez en charge et il a l'air d'avoir 50 ans, il y a un problème. Donc, n'hésitez pas à vous étonner et à signaler les erreurs pour dépister soit les utilisations frauduleuses, soit les erreurs involontaires ou le choix du mauvais dossier lors de l'admission, par exemple. 2 termes encore importants sur le vocabulaire. Qu'est-ce qu'un doublon? La doublon, c'est la présence de plusieurs dossiers, informatiques ou papier, qui correspondent à un seul patient.
Donc, plus le nom est complexe de l'usager, plus on a de risques d'avoir un doublon. Forcément, parce que alors les usagers qui ont des noms composés, là, c'est très compliqué. J'ai même eu une fois un usager qui avait 10 doublons, 10 dossiers dans un système d'information parce qu'il avait un nom à particules avec 3 particules. Donc, un coup, on mettait que le premier, un coup, on mettait l'intermédiaire, un coup, on mettait le dernier, un coup, on mettait la totalité du nom. Ce qui est embêtant, c'est que quand on a un doublon, ce qui est embêtant pour la prise en charge, c'est qu'on a des éléments médicaux qui sont éclatés entre les dossiers. Et ça veut dire que l'équipe médicale et paramédicale, quand elle prend en charge le patient, elle n'a pas obligatoirement accès à toutes les informations. Et donc, elle peut prendre des décisions qui ne sont pas adéquates et qui peuvent faire courir un risque pour la prise en charge. La collision, c'est exactement l'inverse du doublon. C'est la présence de données médicales appartenant à plusieurs usagers dans un seul dossier informatique ou papier. Et ces collisions, quand est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver si un usager utilise frauduleusement l'identité d'un autre, parce que du coup, on va mélanger les données des 2 usagers dans le même dossier, ou il y a eu une erreur d'inattention, un non-respect des bonnes pratiques, et on a sélectionné le mauvais dossier. Je vous parlais tout à l'heure de la fréquence des homonymes. On n'a pas utilisé la date de naissance pour rechercher le dossier, on a été dérangé, on n'a pas pensé à revérifier, on a sélectionné le mauvais dossier, et puis on alimente allègrement le dossier du petit-fils avec les données du grand-père, par exemple. Diapositive suivante. Je voulais vous rappeler ce qu'étaient des traits d'identité. Les traits d'identité, ce sont l'ensemble des informations qui constituent l'identité de l'usager. On les sépare en traits stricts, qui sont des traits, on dit stricts, pourquoi? Parce qu'ils sont stables dans le temps, ils ne vont pas varier. Et en traits complémentaires, qui eux vont varier dans le temps. Les traits stricts, finalement, c'est les traits qu'on a à la naissance. Vous voyez, il y a le nom de naissance, le premier prénom, la liste des prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance. Et en très strict, il y a également maintenant, avec l'identité nationale de santé, le matricule INS et l'OID. Sur cette diapositive, je vous ai rappelé par une astérix les traits qui faisaient partie de l'INS. Et vous voyez qu'effectivement, le premier prénom est un trait strict, mais qui ne fait pas partie de l'INS, mais qui a été justement rajouté pour bien distinguer le premier prénom, ainsi que je le disais tout à l'heure à l'oral. Les traits complémentaires, il y a ce qu'on appelait jusqu'à présent le nom d'usage et le prénom usuel, qui pour l'état civil s'appelle toujours nom d'usage et prénom usuel, mais dans le RNIV, dans le référentiel national d'identité-vigilance, on a utilisé les termes de nom utilisé et de prénom utilisé. Utilisé tout simplement pour dire c'est le nom qu'utilise l'usager dans la vie courante et le prénom qu'il utilise dans la vie courante, qui n'est pas obligatoirement le premier, qui peut être un diminutif, qui peut être une contraction de deux prénoms, etc. Et ces noms et prénoms utilisés, ils sont intéressants dans le dialogue soignant-soigné. Voyez, et puis d'autres traits complémentaires, je ne suis pas du tout exhaustive là, l'adresse, le téléphone, l'adresse mail, la profession, le médecin traitant, etc. etc. Alors, dernier focus vocabulaire, on ira très vite. Il faut bien comprendre que le nom de naissance et le nom utilisé, ça n'est pas la même chose. Le prénom de naissance et le prénom utilisé, ça n'est pas la même chose non plus. Et il faut employer les bons termes pour émettre la bonne signification sous le bon terme. Et à l'usager, quand on va l'interroger, il faut vraiment être précis dans l'interrogatoire, on va le voir. Par exemple, si vous demandez à une dame quel est votre nom, en règle générale, elle va vous donner son nom utilisé, son nom d'usage, le nom de son mari. Si vous lui demandez quel est votre nom de naissance, là, elle va bien comprendre, la dame, et elle va vous donner son nom de jeune fille, son nom de naissance. Même chose pour les prénoms. Alors, je regarde un petit peu le chat avant de passer à la suite. Alors, je n'ai pas compris, Emmanuel, si tu veux, là, tu nous repréciseras, l'identité est vérifiée par le téléservice, mais n'apparaissent pas au final les éléments de l'INS. Je ne sais pas si tu répondais à quelqu'un, mais je ne peux pas
En attendant qu'Emmanuel… Alors, problème avec les noms qui sont aussi des prénoms. Oui, effectivement, hein, ça, c'est compliqué. Ça, c'est… Ouais, effectivement, quand il y a des noms qui sont aussi des prénoms, et ben il faut faire preuve, c'est un risque supplémentaire, et il faut faire preuve de plus d'attention dans la vérification de l'identité. Alors, Véronique Dossot nous demande qu'apparaîtra-t-il sur les étiquettes? Les deux, le nom de naissance et nom utilisé, le prénom de naissance et prénom utilisé. Ce qui est obligatoire sur l'étiquette, c'est à minima, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Ça, c'est à minima pour les étiquettes internes. Vous avez tout à fait le droit, dans votre établissement, de dire « moi, j'ai besoin d'autres informations sur l'étiquette, j'ai aussi besoin du nom utilisé et du prénom utilisé ». Ça, c'est à votre main, finalement, c'est à vous de choisir. Par contre, il faut absolument que les 4 traits stricts, nom de naissance, premier prénom, date de naissance et sexe, soient présents sur l'étiquette. Et vous pouvez rajouter des traits complémentaires. Je poursuis la présentation. Quels sont les usagers que l'on doit considérer comme non communicants? Évidemment, il y a des choses hyper évidentes. Hein. L'usager qui est dément, l'usager qui est confus, l'usager qui est somnolent, il est non communicant. Mais on ne pense pas toujours à l'usager qui est sourd et ou muet si vous ne parlez pas la langue des signes ou si vous n'avez pas un interprète langue des signes. L'usager qui ne parle pas français et vous ne parlez pas sa langue et vous ne pouvez pas communiquer, ni en anglais ni dans une autre langue. C'est un non-communicant. Ce qu'on oublie aussi, c'est les enfants. Il est d'usage de considérer, il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de texte écrit là-dessus, mais on avait réfléchi dans le cadre du GRIV il y a quelques années et on avait dit, avant 8 ans, il est plus sûr de considérer qu'un enfant n'est pas communicant, c'est-à-dire que les informations qu'il nous donne doivent être vérifiées par un autre moyen, soit auprès d'un accompagnant, des parents, soit sur un bracelet ou un dispositif d'identification. Alors, derniers éléments d'identification primaire avant qu'on passe à l'identification secondaire. Alors, les sourds muets et les non francophones nous disent, Mélissa, peuvent écrire. Je suis d'accord, mais moi, quand ils arrivent au bureau des entrées et qu'on doit les accueillir, on va leur dire remplissez-nous la petite feuille, le papier. Encore qu'on peut avoir des gens qui ne savent pas écrire, ça arrive encore en France. Mais imaginons dans la prise en charge soignante après l'admission, l'infirmière doit venir faire une prise de sang. On ne va pas lui dire monsieur, prenez un papier, un crayon, écrivez-moi votre nom, votre prénom. Ce n'est pas réaliste dans l'organisation des soins. C'est pour ça qu'il faudra avoir d'autres moyens et on va voir comment de recueillir l'identité de ces usagers. Alors, derniers éléments d'identification primaire, et c'est vraiment important parce que vous, soignants, vous êtes aussi amenés à alimenter le dossier médical, à rechercher un dossier. Alors, je suis d'accord, souvent, quand le patient est hospitalisé, il y a un planning et on va choisir le patient dans le planning. Mais pas toujours, pas toujours. Des fois, on peut être amené à chercher l'identité d'un patient non hospitalisé. Et là, il faut bien respecter les bonnes pratiques. Donc, il faut savoir qu'on tape toujours en premier la date de naissance. Pourquoi? Vous voyez dans l'exemple, il est plus facile de distinguer des lettres différentes que des chiffres différents. Dans le premier tableau de l'exemple, j'ai recherché l'identité en tapant OLI et MAN, par exemple. Et il me sort Oliver Manuela. Il faut quand même que je me concentre. Hein. Effectivement, les dates de naissance, elles sont différentes. Vous voyez, il y a 2 chiffres d'écart. Je suis pressée, je suis dérangée, je peux me tromper. Deuxième exemple, j'ai tapé la date de naissance de l'usager que je recherche. Et vous voyez que c'est plus facile, j'ai moins de risque de me tromper, ils ont la même date de naissance, mais Dupont-Marc, tout de suite, je vois que c'est très différent d'Oliver Manuela et j'ai moins de risque de me tromper. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut toujours taper la date de naissance en premier critère et toujours l'utiliser. Et pourquoi en premier? Parce que comme ça, on est sûr de l'avoir tapé, on est sûr de ne pas l'oublier dans la saisie si on est dérangé.
Si on a une base d'identité très importante, on peut compléter la recherche, la date de naissance, par le début du nom, une à 3 lettres, et le début du prénom. Et enfin, diapositive suivante, si vous êtes sur un planning de soins où vous avez fait votre recherche et que vous avez une identité à étudier, à sélectionner parmi une liste d'identités proposées, pensez bien à vérifier les 4 informations, donc nom de naissance, premier prénom, date de naissance et sexe, avant de sélectionner votre identité. Pensez bien aux homonymes, même sur un planning de soins. Nous, on avait eu un cas dans un service, c'était en orthopédie, 2 patientes âgées. Elles avaient une lettre d'écart dans le nom de famille. Il y avait Arnaud avec un T à la fin et Arnaud avec LT à la fin. Ça n'a pas loupé. Il y en a une des deux qui est décédée. Quand on a fait la toilette mortuaire, on a voulu réimprimer le bracelet. On s'est gouré de ligne. On a réimprimé le bracelet de l'homonyme. Voilà. Donc, je vous propose de continuer puisque j'ai répondu aux questions pendant au fur et à mesure de la présentation et d'enchaîner directement cette fois-ci sur les bonnes pratiques d'identification secondaire. Donc, première, vous verrez, il y a quelques règles simples et si déjà vous retenez ça, ça sera déjà beaucoup. Première chose, on utilise toujours des questions ouvertes, même si on connaît l'usager. Il y a des façons de formuler pour expliquer à l'usager que oui, on le connaît, il est hospitalisé depuis 8 jours, on vient lui refaire une prise de sang, on va vérifier son identité en lui demandant de la décliner par question ouverte. Vous pouvez dire, on se connaît, mais pour respecter les règles de sécurité, rappelez-moi votre nom de naissance, rappelez-moi votre premier prénom, etc. etc. Parce qu'il faut aussi que le patient comprenne pourquoi vous lui demandez à chaque fois, alors que ça fait 8 jours qu'il est hospitalisé, et chaque fois que vous le voyez, pour lui donner des médicaments, pour lui faire une prise de sang, le brancardier qui va l'amener à la radio, à chaque fois, on lui redemande son identité. Donc, on lui explique pourquoi. Et c'est très bien aussi d'avoir des affiches d'information dans les services pour expliquer aux patients pourquoi à chaque fois, c'est pour sa sécurité, on va vérifier l'identité. Donc, 1, les questions ouvertes. Diapositive suivante. 2, le dispositif d'identification. Le dispositif physique d'identification. Je ne sais pas quel diapo c'est ça, 38. Donc, évidemment, le dispositif qu'on connaît le plus, c'est le bracelet d'identification. On peut utiliser d'autres dispositifs. Pourquoi? Parce que le bracelet, ça ne se prête pas à toutes les populations, ça ne se prête pas obligatoirement à du long séjour, ça ne se prête peut-être pas à des enfants ou des adolescents. Donc, il y a d'autres solutions qu'on peut utiliser. On peut utiliser des photographies dans le DPI et on peut même mettre sur les piluliers, par exemple, des photographies. Il y a des structures de long séjour qui ont fait ça. Et je vous disais, il y a des nouveaux outils de e-santé qui arrivent et qui sont un peu innovants et qui vont permettre être considérés comme des dispositifs physiques d'identification, c'est la biométrie. Par exemple, l'empreinte digitale ou l'empreinte de l'œil, là, de l'iris, etc. Et on a une petite boîte là qui est en train de développer quelque chose comme ça. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est l'avenir. Ça va sécuriser le patient, ça va sécuriser le soignant, ça sera tracé directement dans le dossier. Il y aura un go-no-go qui dira rouge, c'est pas le bon patient, vert, c'est le bon patient, etc. Donc, moi, je crois beaucoup à la biométrie. Alors, pourquoi utiliser un dispositif physique d'identification? C'est la sécurité des soins. Les soignants peuvent tourner et le patient peut ne pas être communicant. Et un patient communicant peut devenir non communicant au cours de son séjour, ne serait-ce qu'en chirurgie. Pourquoi? Parce qu'il va aller au bloc opératoire, il va être endormi et quand il sera endormi, il ne sera plus communicant. Et pourquoi faut-il, diapositive suivante, pourquoi vérifier l'identité sur le bracelet, y compris si l'usager est communicant? C'est une mesure barrière. Ça permet de dire, oui, cet usager, au moment où moi je fais mon soin, il porte bien le bracelet qui le concerne. On a eu récemment un retour d'un établissement très intéressant qui avait fait un retour d'expérience sur une erreur de bracelet. Donc, c'était une patiente à l'admission, il y avait une erreur par le soignant qui lui avait posé le bracelet avec l'étiquette d'une autre patiente, parce qu'elle avait fait 2 admissions en même temps, ce qu'il ne faut pas faire, mais c'était comme ça. Et 3 jours après, l'erreur n'a pas été découverte. Et c'est la patiente qui, 3 jours après, a signalé l'erreur.
Et pourquoi cette erreur n'avait pas été découverte avant? Tout simplement parce que tout le monde connaissait la patiente dans le service et personne n'avait jamais vérifié le bracelet. Donc, l'idée de la vérification du bracelet, quand l'usager est communicant, c'est de mettre une barrière supplémentaire et de dépister des erreurs qui auraient pu être commises avant. Donc, identification secondaire, je rappelle, question ouverte, dispositif physique d'identification. Et maintenant, diapositive suivante, la troisième condition, c'est le support. Quand on fait de l'identification secondaire, on a un support. Un support qui peut être une prescription, qui peut être un dossier, qui peut être un bon de transport, qui peut être une étiquette, et qui doit comporter à minima des informations clés qui sont le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Ce support, il nous permet de vérifier la concordance entre l'identité déclinée et l'identité présente sur le support. Et donc, le support, finalement, il est le garant, il porte l'identité de l'usager à qui doit être réalisé l'acte. Une autre clé de la sécurité, c'est le fait de se dire, je dois faire un acte à un patient, quel que soit l'acte, une endoscopie, une prise de sang, une administration médicamenteuse, etc. Je vais m'assurer que dans la salle où je réalise cet acte, il n'y a que les documents qui concernent ce patient-là et pas les documents d'autres patients. Comme ça, on sera sûr de ne pas prendre la mauvaise prescription au dernier moment parce qu'on s'est trompé, parce que les papiers sont tombés, parce qu'on a fait vite, qu'on a ramassé, ce n'était pas le bon, etc. Dans le lieu où l'acte est réalisé, on a uniquement les documents qui concernent un usager. Voilà. Alors, on attaque maintenant, diapo suivante, la prise en charge médicamenteuse. Alors, vous allez voir, hein, j'ai décliné quand même tous les types d'actes, enfin la majorité des types d'actes, mais c'est à peu près toujours la même chose. Prise en charge médicamenteuse, quand je prépare le médicament, je vérifie la concordance entre la prescription et les médicaments, donc les bons médicaments. Je m'assure que les piluliers et les préparations injectables sont identifiés au moment de la préparation, même si l'administration est immédiate ou doit être immédiate. Je prépare, je ne sais pas moi, un soluté pour aller tout de suite le poser à un patient, mais je vais quand même coller une étiquette. Pourquoi je vais coller une étiquette? Parce que je peux être dérangée, je peux être interrompue, quelqu'un d'autre peut prendre ma suite parce qu'on m'a appelé en urgence, parce qu'un patient ne va pas bien, parce qu'il faut manier le chariot d'urgence et que personne d'autre que moi sait le faire. Enfin, j'exagère, hein, mais et donc on identifie toujours. On identifie à minima par le nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe. En règle générale, on rajoute le nom utilisé. On ne met jamais, jamais, c'est interdit, le numéro de chambre ou le numéro de lit sur les étiquettes. Je vous ai mis la référence, hein, c'est le guide d'administration du médicament de la HAS, c'est page 65. Alors évidemment, vous allez me dire, page 65, ça concerne les injectables. On élargit aux formes orales et aux piluliers, c'est du bon sens, clairement. Donc ça, c'est super important. La préparation des médicaments. Au moment de l'administration, je vérifie la concordance entre mon support, l'identité déclinée par l'usager ou s'il est non communicant, l'identité que j'ai relevée sur le bracelet, par exemple. Je donne les médicaments en main propre et j'observe la prise. Normalement, je m'assure de la prise. Hein. On ne pose pas les médicaments sur un plateau en disant bah, « Monsieur, j'ai mis là vos médicaments sur le plateau, vous les prendrez. Hein. » Non, le patient doit prendre les médicaments devant le soignant finalement, et le soignant évidemment va tracer la prise dans le système d'information hospitalier. Il y a une règle qui est très importante dans la prise en charge médicamenteuse, hein, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 B, le bon médicament au bon moment, à la bonne dose, dans la bonne voie et au bon patient. Donc ça, la règle des 5 B, c'est incontournable. Et vous voyez, l'identité, finalement, elle est dans le petit puzzle vert, elle est vraiment centrale, l'identitovigilance. Alors, diapo suivante. Quand on analyse un petit peu les erreurs médicamenteuses, quelles sont les principales causes d'erreurs identifiées? Souvent, on avait un pilulier ou une préparation qui n'a pas été étiqueté. Ou alors, on n'a pas vérifié la concordance.
ou alors on n'a pas vérifié carrément l'identité de l'usager. On ne lui a rien demandé, on est arrivé dans la chambre, on lui a donné quelque chose, puis on pensait à autre chose et on s'est aperçu qu'on a donné le pilulier du voisin de chambre, etc. Ça arrive, hein, voilà. On a été interrompu. Moi, je trouve il y a des établissements qui ont mis en place ce que j'ai appelé ici le gilet rouge, c'est-à-dire que l'infirmier en charge de l'administration médicamenteuse, hein, qui va s'en charger pour tous les patients, il est identifié, un gilet rouge ou un brassard ou autre chose. Et dans le service, tout le monde sait qu'il ne faut pas le déranger. Que ce soit les familles des patients, que ce soit les médecins, que ce soit les collègues. Il n'est pas dérangé, il est concentré sur sa tâche. Les interruptions de tâche, c'est une cause très importante d'erreur. Et enfin, les personnels intérimaires, remplaçants, les nouveaux arrivants, les jeunes diplômés qui n'ont pas l'habitude, c'est une cause d'erreur fréquente. Je ne vous ai pas relaté, mais vous vous rappelez probablement de cette affaire qui avait été largement médiatisée en 2012. Ça s'est passé à Lille. Il y avait un grand article dans La Voix du Nord. Une étudiante sage-femme qui fait un stage. Elle est chargée de l'administration médicamenteuse, ce qui est une erreur parce qu'elle aurait dû être tutorée et accompagnée par son tuteur. Mais bon, on la laisse seule, elle fait seule. Et dans les prises en charge médicamenteuses, il y a une patiente qui doit avoir un avortement médicamenteux. Et puis dans la chambre d'à côté, il y a une autre dame qui, elle, est venue parce qu'elle a une grossesse pathologique, une menace d'accouchement prématuré. Bah, l'élève sage-femme, elle a donné la pilule du lendemain à la dame qui avait une grossesse pathologique et ça s'est mal terminé. Donc, vous voyez, les étudiants, il faut tout, c'est normal, hein, ils sont là pour apprendre. Donc, il faut les encadrer, il faut les accompagner, il ne faut certainement pas qu'ils fassent les choses tout seuls. Sur la prise en charge médicamenteuse, j'en ai fini. Le prélèvement biologique, donc je ne reviens pas sur les supports, hein. Dans le prélèvement biologique, il y a un support supplémentaire qui est indispensable, qui est l'étiquette. Et il y a des bonnes pratiques à respecter également. Toujours la vérification de la concordance de l'identité entre les différents supports. Cette fois-ci, on a la prescription, on a les étiquettes, et avec l'identité qui est déclinée par le patient. On ne colle jamais les étiquettes sur les tubes avant le prélèvement. J'ai encore vu là, on vient de finir d'exploiter, on vous rendra bientôt les résultats, l'audit qu'on avait conseillé de réaliser sur 2021, qui est l'audit flash, identification du patient lors d'un prélèvement biologique. Il y a quand même encore des étiquettes qui sont collées sur les tubes avant le prélèvement. Et c'est une cause d'erreur importante et ce n'est pas une bonne pratique. Et ça fait au moins 15 ans qu'on le dit, ça. Donc, ça devrait, on ne devrait plus voir ça. On ne devrait plus voir ça. Voilà. Et pourquoi non, je vous le dirai après ça. Donc, diapo suivante, Sophie, s'il te plaît. Voilà. Donc, les bonnes pratiques, comment ça va se passer? On a vérifié l'identité, la concordance, on réalise notre prélèvement en respectant évidemment l'ordre des tubes pour la qualité du prélèvement. On identifie les prélèvements au lit de l'usager, c'est-à-dire on ne sort pas de la chambre avec des tubes non identifiés. On a fini le prélèvement, on prend les étiquettes qu'on avait avec la prescription, on colle les étiquettes au lit de l'usager. On renseigne bien la prescription avec les renseignements qui sont demandés par le laboratoire. Ce sont ce que je vous ai mis là, c'est quelques exemples, mais à minima, l'identité du préleveur, la date et heure du prélèvement, c'est obligatoire. Et toujours au lit de l'usager, sans sortir de la chambre, c'est là qu'on va regrouper prélèvement et prescription dans le sachet de transport double compartiment. On ne va pas sortir de la chambre du patient avec ma prescription d'un côté, mes tubes dans le haricot pour aller faire l'ensachage en salle de soins. Non. Pourquoi? Parce qu'en salle de soins, si on fait ça, en salle de soins, on va se retrouver avec plein de prescriptions, plein de prélèvements et il y a un risque d'erreur. Tandis que si on est rentré dans la chambre du patient, on n'avait que les documents qui concernaient ce patient. On a fait notre prélèvement, on a étiqueté, on a ensaché, on a sécurisé. On ne peut pas se tromper. Donc ça, ce n'est pas des règles qui sont là pour embêter le soignant. C'est des règles qui sont là pour éviter les erreurs. Et si on les respecte bien, on évite les erreurs et ça marche. On ne fait jamais, dernière chose, les choses à deux. Ce qu'on peut voir,
peu dans des services d'hospitalisation conventionnels, mais on le voit quand même dans les services d'urgence pour, toujours pareil, hein, on a l'impression de gagner du temps. Et souvent, c'est un médecin qui va solliciter l'infirmière, en particulier sur des prélèvements, je pense à des ponctions, vous voyez, des ponctions lombaires, des ponctions d'acide, des ponctions pleurales. Le médecin, il veut gagner du temps, donc hop, il fait son geste et puis il dit à l'infirmière, c'est bon, j'ai fait, tu finis, tu étiquettes. Sauf que l'infirmière, comme elle prend la suite, elle pense que le médecin a tout vérifié, la concordance, tout ça. Sauf que peut-être qu'il ne l'a pas fait, peut-être qu'il l'a fait, mais peut-être qu'il ne l'a pas fait. En règle générale, on ne revérifie pas, on étiquette, et c'est là où on se retrouve avec des discordances et des discordances, comment dire, qui sont ennuyeuses, hein, parce que si le labo refuse de faire des examens sur un liquide céphalorachidien dans une suspicion de méningite alors qu'on a déjà mis en place une antibiothérapie, ça va être embêtant pour la prise en charge du patient. Alors, en règle générale, le labo est intelligent et ne refuse pas, mais qu'est-ce qu'il dit le labo? Il dit au praticien ou à l'infirmier, vous venez au labo, vous descendez là, puis c'est vous qui allez réétiqueter et c'est vous qui allez signer comme quoi l'identité n'était pas la bonne. C'est votre responsabilité. Moi, si vous ne descendez pas, je ne fais pas l'analyse. Et le labo, il a raison. Il a raison, lui, il respecte les bonnes pratiques. Donc, vous voyez, le non-respect des bonnes pratiques, ça peut conduire à des erreurs qui peuvent avoir des conséquences pour les enfants. Alors, je vais finir sur le prélèvement biologique et je répondrai à la remarque de Sophie. Donc, les causes d'erreur, je vous ai mis là les principales causes d'erreur. Ce qu'on voit au laboratoire, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est les principales. Donc, soit on a carrément une erreur d'identité complète. Le patient A a été prélevé et le tube a été étiqueté avec l'identité du patient B. Ça peut être, j'ai collé les étiquettes sur les tubes avant le prélèvement et puis quand j'ai attrapé, j'ai pris la mauvaise, qui était le tube qui était identifié avec l'identité d'un autre patient. Ça peut être, j'ai carrément confondu d'usager, j'ai prélevé, il y avait des homonymes, il y avait un couple, et puis je n'ai pas utilisé le nom de naissance, et j'ai prélevé Madame A au lieu de Monsieur A, par exemple. Ou alors, je n'ai carrément pas vérifié l'identité. Si on a souvent, quand on a une discordance entre l'identité présente sur la prescription et l'identité présente sur les prélèvements, c'est souvent qu'on n'a pas réalisé l'ensachage au lit du patient une fois le prélèvement terminé. C'est parce qu'on a tout ramené dans la salle de soins, souvent. Hein, et puis là, quand on a commencé à faire l'ensachage un peu au kilomètre, paf, une erreur d'inattention, on est dérangé, le téléphone qui sonne et on fait une bêtise. Et les prélèvements non identifiés, c'est en règle générale peut-être parce que l'étiquette était collée sur le tube avant le prélèvement. Et puis le tube, on essaie de prélever, il n'y a plus de vide. Le tube est défectueux. Donc on doit aller chercher un autre tube, prendre un autre tube, sauf qu'on n'a plus d'étiquette puisqu'on l'a collé sur le tube défectueux. Et après, on oublie de coller l'étiquette. Ou alors, on est en cours de soins. Et puis, il y a une interruption de tâche quelconque. Et quand on revient, on oublie une étape. On revérifie le plateau. Alors, diapo suivante, il me reste encore une diapo sur le labo. Il faut bien garder à l'esprit que, évidemment, les causes d'erreurs les plus fréquentes et les erreurs les plus fréquentes, on les retrouve au moment du prélèvement, c'est-à-dire dans le service de soins. Le labo, il peut y avoir aussi des causes d'erreur au laboratoire. Il y a encore, dans la majorité des laboratoires, une étiquette spécifique labo qui est collée sur l'étiquette primaire quand le tube arrive au labo, tout simplement pour mettre le code barre qui sera lu par l'automate, etc. Il peut y avoir des erreurs au cours du surétiquetage au laboratoire. Et bon, là, c'est un peu daté sur le rendu des résultats, puisque maintenant, on a beaucoup de résultats qui sont informatiques, qui ne sont plus imprimés. Mais quand on avait les résultats papier, il pouvait aussi y avoir des erreurs de la secrétaire, par exemple, qui avait agrafé la première page du bilan du patient A avec la deuxième page du bilan du patient B. Moi, je l'ai vu, alors c'était il y a 20 ans, hein, maintenant ça date, hein, même un peu plus de 20 ans, mais je l'ai vu et j'ai même vu un patient qui a passé 4 jours à l'hôpital pour exploration d'un diabète qui n'existait pas puisque le résultat de la glycémie ne le concernait pas du tout. Voilà. L'idée, c'est d'être critique. Le labo, il est critique sur ce que vous apportez, il vérifie la prescription, la concordance, l'identité sur les tubes, etc. Vous,
soyez également critique et si vous avez des choses qui vous interpellent, des résultats inattendus, vous n'hésitez pas à rappeler le labo pour qu'eux vérifient le surétiquetage, puisqu'ils gardent les tubes, et à également, si besoin, à faire contrôler sur un second prélèvement. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, Christine, déjà, qui nous disait « Nous sommes en réflexion sur différents dispositifs. Il serait intéressant d'avoir des échanges sur les expériences de différents établissements. » Ben oui, on pourra, ça sera peut-être l'occasion à la journée du GRIV d'échanger. Bon, de toute façon, à la journée du GRIV, on a du temps pour échanger, partager. Ça sera peut-être l'occasion pour échanger et puis éventuellement, on pourrait si vous êtes intéressé, organisez également une réunion avec les gens intéressés d'échange finalement et de partage d'expérience. Pour Sophie, qui nous dit « Le collage des étiquettes sur les prélèvements en amont du prélèvement est pratique courante, puisque bien souvent, ce sont les équipes de nuit qui préparent les tubes et les prescriptions et les pochettes pour les équipes de jour. » Oui, je suis d'accord, mais elles ne sont pas obligées de coller les étiquettes sur les tubes. Moi, dans l'établissement où je travaillais, effectivement, c'était les équipes de nuit qui préparaient pour les prélèvements du matin. Elles avaient un petit haricot par patient. Dedans, elles mettaient la prescription, elles mettaient les étiquettes qu'elles ne collaient pas sur les tubes, elles mettaient les tubes qui étaient nécessaires, le tube sec, le tube DTA, le tube épariné, etc., etc. Et elles mettaient le sachet. Et l'équipe de jour qui arrivait se basait sur le haricot pour aller faire son prélèvement. Donc, elle rentrait dans la chambre du patient, elle prenait le petit haricot, dedans, il y avait tout, la prescription, les étiquettes, tout ça, mais qui n'était pas collé. Et les étiquettes étaient collées après le prélèvement. Vous voyez, on peut tout à fait faire préparer par des équipes différentes sans faire coller les étiquettes sur les tubes. Pour Emmanuel, le check ultime, contrôle des identités des tubes et concordance de la prescription sur l'enchachage, oui, c'est du bon sens, bien sûr. Quand on en sache, on doit revérifier. Je prends mon sachet, j'ai la prescription, voilà l'identité, j'ai les tubes, je revérifie et j'en sache, bien sûr. Je vous propose de passer maintenant au transport. Sur le transport, il y a des règles qui sont, à mon avis, il y a un vrai sujet sur le transport. Je pense que vous en êtes tous conscients. Il y a vraiment des choses à fiabiliser. On parlait en début de webinaire de l'importance de la formation des brancardiers qui était souvent négligée un peu partout. C'est tout à fait vrai. Maintenant, il y a aussi un peu une espèce pour moi, l'idée, c'est peut-être de mettre en place des checklists pour aider les brancardiers et des checklists aussi pour un peu de bonnes pratiques de transport, une checklist mixte. Il y a des barrières qu'on peut mettre en place et qui vont limiter vraiment le risque d'erreur. Première chose, service de départ. Un brancardier se présente, le soignant, première chose à faire, il vérifie si un transport est prévu pour l'usager. On accompagne le brancardier dans la chambre de l'usager, on lui présente l'usager. Si l'usager est non communicant, on vérifie à l'aide du bracelet. Et si l'usager est communicant, évidemment, le brancardier, qui est responsable, il est aussi responsable que le soignant de la vérification de l'identité, il vérifie à minima le nom de naissance, le premier prénom et la date de naissance. En règle générale, le sexe, on le vérifie visuellement. On ne demande pas aux gens quel est votre sexe, monsieur. Et évidemment, on fait un contrôle de cohérence, enfin le brancardier fait un contrôle de cohérence entre l'identité déclinée et l'identité mentionnée sur le bon de transport. Et là, vous voyez le document de transport. Il est indispensable, c'est peut-être pas toujours facile, ça change peut-être les organisations, ça nécessite peut-être des réflexions, mais on n'est pas obligé d'avoir un logiciel de brancardage spécifique pour mettre ça en place, mais il est indispensable que dans chaque établissement, il y ait le bon de transport, la fiche de transport, le document de transport, on l'appelle comme on veut, mais ça n'est pas possible, si on veut limiter les erreurs, de demander à un brancardier en l'appelant au téléphone, en lui disant « va chercher Madame Duchemin, chambre 3A ». C'est pas possible. Peut-être que le brancardier, il n'a pas le temps, il va appeler un collègue, il va lui dire « va chercher Monsieur Duchemeux, chambre 3B », avec une transmission de l'information, etc. Non, à un moment, j'ai dit dans l'identification secondaire, il y a 3 choses qui sont majeures. Il y a les questions ouvertes, le dispositif physique d'identification et le support. Tout le monde a droit à un support.
le brancardage, le brancardier, il a droit à un support, comme tout le monde, une fiche de transport. Et dedans, dans cette fiche, il doit y avoir à minima l'identité de l'usager, avec les 4 très stricts que je ne vous répète pas, parce que je vous le dis depuis le début, les services de départ et d'arrivée, l'état physique du patient qui conditionne les conditions de transport, c'est debout, c'est en fauteuil, c'est en brancard, et aussi, il y a de l'oxygène, il y a des perfusions, enfin, toutes ces choses très soignantes, et l'heure souhaitée du transport, quoi. C'est indispensable. Alors non, je suis désolée, il n'y a pas de pause pendant la formation. Les brancardiers ne sont jamais accompagnés dans la chambre par les personnels. Bah, c'est une erreur. Je ne peux pas dire autre chose. Le brancardier, alors, sauf si c'est le brancardier du service. Des fois, dans des services, il y a des brancardiers qui sont affectés dans le service. Ce n'est pas un service transversal ou central de brancardage. Auquel cas, le brancardier, il est du service, il connaît bien les pratiques, il connaît ses patients, donc là, il n'a pas besoin d'être accompagné. Mais un brancardier qui vient si dans l'établissement, il y a un service central ou transversal de brancardage, il faut l'accompagner, quoi. Alors, je sais que c'est compliqué, je sais que ce n'est pas toujours fait par les soignants. Ouais, j'ai pas le temps, vas-y, c'est là, dépêche-toi, mais c'est vraiment quelque chose. Il faut insister là-dessus. Il y a un vrai sujet. Oui, sur l'audit de transport interne, Emmanuel, tu as tout à fait raison. Les résultats sont encore catastrophiques et malheureusement, depuis 5 ans qu'on fait cet audit régional identification de l'usager pendant un transport, honnêtement, il n'y a pas d'amélioration. Il y a 0 amélioration. En identito-vigilance, pendant la certification, là, la nouvelle certification, comment on appelle ça ? Le transport, c'est un traceur ciblé. Et si vous regardez dans la fiche transport du manuel, il y a bien écrit vérification de l'identité, cohérence avec le support, etc., quoi. Et là, ça va être quelque chose Enfin, moi, si j'étais expert visiteur, je vous le dis clairement, hein, là, j'irais droit au but, là, j'irais fouiller le brancardage parce que vous êtes sûr de prendre tout le monde en défaut sur le brancardage. C'est pas bien fait parce qu'on n'a pas apporté suffisamment d'énergie et de soins ici à l'amélioration des pratiques. Voilà. Et l'identité, donc, elle est vérifiée par le brancardier dans le service de départ. Et dans le service d'arrivée, le brancardier doit confier l'usager à un membre du service. C'est pas facile, ça, clairement. C'est probablement assez facile au bloc, encore que c'est pas sûr, mais en imagerie, en règle générale, le patient, on met le lit dans le couloir et puis on attend, quoi, hein, avec éventuellement le dossier sur le brancard. S'il y a un bracelet, on est content. Des fois, il n'y en a pas. Donc, je pense que le plus compliqué à améliorer, c'est peut-être le service d'arrivée sur des services médico-techniques. Donc là, c'est peut-être une révision des organisations, peut-être avec un espèce de checkpoint à l'entrée, avec une secrétaire ou un agent d'accueil qui check bien l'identité et à qui le brancardier confie le patient. Il n'y a pas de solution évidente là-dessus, hein. Je ne veux pas vous dire des yaka faucons. Il faut que ça soit comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, franchement, il faut travailler dans les établissements sur le transfert et le transport. Voilà pour le transfert et le transport. Diapositive suivante, on va passer à l'imagerie médicale. On vérifie toujours l'identité par question ouverte, y compris si c'est un consultant externe et qu'on a dit Madame Dupont, et une dame s'est levée et elle est venue dans la salle technique. Ayez en mémoire les 2 événements indésirables graves dont je vous ai fait part au début de la formation en radiothérapie. À chaque fois, on avait appelé par question fermée en salle d'attente, parce qu'on ne peut pas faire autrement en salle d'attente. Le patient est arrivé en salle technique, on lui a dit « Allez hop, installez-vous, on y va ». Et c'était parti, on n'avait rien vérifié. Ça, c'est super important. Super important. Et ça limite. Alors, pour mémoire, alors on ne l'a pas préconisé cette année, cet audit-là, mais l'année dernière et les autres années, on l'avait préconisé et analysé. L'audit identification du patient en imagerie médicale. Et ce qui était constaté, c'est que les bonnes pratiques étaient pas trop mal respectées pour les patients hospitalisés. Par contre, pas du tout pour les patients externes. Or,
honnêtement, tous les services d'imagerie des établissements, en règle générale, ils ont une activité externe et il n'y a pas de raison que le patient externe soit moins bien identifié et soit pris en charge avec une moindre sécurité que le patient hospitalisé. On doit la même sécurité à tous les patients. Donc ça, c'est un sujet avec surtout les techniciens, les manipulateurs en électroradiologie, parce que c'est eux qui vont accueillir et installer le patient. Donc ça, c'est vraiment un sujet à travailler dans les établissements. C'est question ouverte dans la salle technique, que l'usager soit un consultant ou que l'usager soit un hospitalisé. En imagerie médicale, diapositive suivante, voilà, il y a des sujets, il y a quand même des sujets. Il peut arriver qu'en imagerie, on ne puisse pas vérifier l'identité de l'usager. Alors, c'est arrivé, on avait eu quelques retours d'expérience là-dessus. C'est un usager communicant qui ne porte pas de bracelet, soit parce que il est hospitalisé et puis voilà, il n'y a pas eu de bracelet, ça n'a pas été posé, vérifié, ou le patient se l'est arraché, on ne s'en est pas apparu, on ne s'en est pas aperçu, pardon. Soit c'est un usager, par exemple, externe. Alors, en règle générale, les usagers non communicants externes, ils n'arrivent pas tout seuls à l'hôpital. Donc, effectivement, je suis d'accord, le patient externe, le consultant, on ne lui met pas de bracelet. On est bien d'accord. Et le patient externe non communicant, en règle générale, il est accompagné par un proche ou par un soignant je sais pas moi, d'une structure externe de soins ou par les ambulanciers, etc. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et notamment dans un retour d'expérience qu'on avait eu et qui était un événement qui avait été déclaré comme événement indésirable. C'est un médecin qui dit, un médecin d'EHPAD, qui dit moi je ne suis pas content parce que j'ai envoyé mon patient à l'hôpital, on devait lui faire un examen et on me l'a renvoyé sans faire d'examen. Et quand on creuse l'affaire, on s'aperçoit que le patient, il était non communicant, qui devait être accompagné ou avoir un bracelet. En règle générale, les résidents d'EHPAD qui vont faire un examen, qui sortent de l'EHPAD pour aller faire un examen ou une consultation, et c'est ce qu'on recommande, on leur met un bracelet, temporairement, mais on leur met un bracelet. Là, il n'avait pas de bracelet. Il était seul. Il y avait bien une petite lettre, un petit truc, mais ce n'est pas parce qu'on a un document que ça suffit à identifier de façon formelle un usager. On peut avoir une erreur de dossier, on peut avoir une erreur de document. Donc, si on a l'entourage, on peut vérifier l'identité. Si le patient est hospitalisé, on peut dire, venez et venez identifier l'usager parce que moi, je ne sais pas. Il ne peut pas me répondre, il n'a pas de bracelet et je ne peux pas confronter l'identité qui est présente sur le dossier parce que j'ai bien un dossier, mais comme le patient, il ne peut pas décliner son identité, il n'a pas de bracelet, je ne suis pas sûre que ça soit le bon dossier. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit le bon patient. Il y a eu des erreurs comme ça. Il faut se rappeler, alors c'était un autre contexte, mais il faut se rappeler des attentats du Bataclan où il y avait un sac à main à côté de quelqu'un, on a pris le sac à main, on a identifié la patiente avec et ce n'était pas son sac à main. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes situations, mais c'est arrivé. Et si on ne peut pas vérifier l'examen, l'identité de l'usager, si l'examen n'est pas une urgence, si ce n'est pas une urgence vitale, il ne faut pas le faire, l'examen. Il ne faut pas le faire. Voilà. Alors, je réponds à Christine Nicolai. Les cabinets libéraux d'imagerie au sein des établissements de santé privés sont-ils soumis aux exigences d'identito? Vous supposez bien, oui, ils sont soumis aux exigences d'identito-vigilance. J'irai même plus loin. S'ils exercent vraiment au sein de l'établissement de santé privé, c'est-à-dire c'est un service de l'établissement de santé privé, ils sont soumis au volet 2 du RNIV, qui est un volet un petit plus exigeant en termes d'organisation. Si par contre c'est un cabinet libéral d'imagerie qui réalise l'activité d'imagerie de la structure dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à ce moment-là, ce cabinet est soumis au volet 3 du référentiel national d'identito-vigilance, qui est un petit peu moins exigeant
pas en termes de contrôle d'identité et de vérification de l'identité, tout ça, hein, en termes d'organisation et de gouvernance simplement. Qu'on soit dans le privé, qu'on soit en libéral, qu'on soit à l'hôpital, etc., ce que je suis en train de vous exposer en bonne pratique d'identification secondaire, c'est opposable à tous. Et ça, c'est écrit dans le RNIB. Alors là, je vous le détaille, hein, je vous le détaille par cas particulier, mais c'est opposable. Ben, moi, je pense hein, qu'il y a Sophie Lallier qui nous dit « Chez nous, si pas d'identification, pas d'examen ben oui, ben moi, je pense que c'est la sécurité. On n'est pas sûr de l'identité, on ne fait pas l'examen. Après, il y a la question de l'urgence vitale. Mais en règle générale, quand il y a une urgence vitale, le patient, il n'arrive pas tout seul. Hein. Il est amené par les infirmiers, les brancardiers, c'est un patient de réa. Donc, moi, je pense qu'il faut privilégier la sécurité, de toute façon. Voilà. Avant de passer aux activités à risque, hein, puisque là on a parlé un petit peu des activités qu'on va retrouver dans tous les établissements, quels que soient les types de prise en charge, hein, que ce soit de la psy, du SSR, etc., un hôpital gériatrique, une USLD, etc. Par contre, après, on va parler des activités à risque qu'on va plutôt trouver dans des établissements sanitaires de type MCO, quoi, médecine, chirurgie, obstétrique. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu du repas. Et vous voyez que j'ai appelé ça le soin repas. Pourquoi? Parce que le repas, c'est souvent un peu négligé à l'hôpital. Ouais, c'est le repas. Alors, on a bien l'identité du patient plus ou moins bien mise sur une étiquette sur le plateau, mais il peut y avoir souvent des erreurs. Et l'idée vraiment, c'est de considérer que le repas est un soin. Pourquoi? Parce que tous les usagers n'ont pas le même régime. Il y a les allergies, il y a les textures, il y a les aversions, il y a les régimes hypocaloriques, hypercaloriques, hypoprotéiques, pas hypoprotéiques, mais hyperprotéinés, il y a les régimes sans sel, etc., etc. Et vraiment, c'est très important de vérifier. Et donc là, c'est la personne qui est en charge d'apporter le repas, hein, ça peut être une aide-soignante, ça dépend des organisations des établissements, qui doit réaliser cette vérification de concordance. À minima, on vérifie l'étiquette ou le menu qui est sur le plateau et l'identité de l'usager. C'est un minimum pour être sûr de ne pas se tromper de repas. Ça, je vous rassure, à mon avis, c'est jamais fait nulle part. Mais maintenant, un repas est un soin. Maintenant, je pense que si dans vos établissements, vous faites nickel tout le reste, la prise en charge médicamenteuse, l'identification par le brancardier, les prélèvements, etc., si sur le soin repas, ça pêche un peu, c'est le moins grave. C'est le moins grave. Bon. Mais dans l'idéal, si on veut être vraiment carré partout, eh ben, le repas est un soin et on doit vérifier l'identité au moment de l'attribution du plateau repas. Alors, je passe maintenant au bloc opératoire. Donc, sur le bloc opératoire, évidemment, il y a un élément super important, c'est la checklist. Je vous rappelle que ça, c'est un critère impératif de la certification, hein, le bloc opératoire, et que dedans, il y a vraiment un focus sur la checklist et sur la vérification de l'identité. Donc, la checklist qui est un temps de vérification orale et partagé. C'est oral et partagé. Ce n'est pas juste quelqu'un dans un coin a fait des croix sur la checklist. Et on vérifie la cohérence avec tous les documents, avec le dossier, le bon de transport, le programme opératoire, les étiquettes. Quand on rentre au bloc, on va peut-être avoir des prélèvements et donc on doit avoir des étiquettes qui sont préparées parce que c'est bien la même chose. Hein. Un prélèvement au bloc doit répondre aux mêmes règles d'identification de prélèvement qu'un prélèvement biologique. Donc, étiquetage dans la salle où on réalise l'acte, où on réalise le prélèvement, et on ne sort pas d'une salle avec un pot non identifié. Ça veut dire que ça se prévoit, les étiquettes, ou alors il faut être en mesure d'en imprimer dans le bloc. C'est possible, hein, si vous avez un système d'information assez mature et des imprimantes à étiquettes. Dans la salle de bloc, pareil. On n'a pas des documents qui concernent plusieurs patients dans le même bloc. C'est un risque d'erreur, y compris pour des interventions à durée courte. Je pense aux opérations de la cataracte, où on va enchaîner une dizaine de patients en 1 heure et demie.
ben, ça ne justifie pas, parce qu'on enchaîne et qu'on a des opérations à durée courte, d'avoir les documents et tous les implants qui concernent tous les patients. C'est un risque d'erreur. Donc, le bracelet au bloc, diapo suivante, il est évidemment indispensable. Pourquoi? Le patient, dans tous les cas, il va devenir non communicant à un moment. Et si on a le moindre doute, on a une discordance avec le bracelet, ça peut être une erreur du bracelet. On a une erreur même d'orthographe. Je sais pas, le patient, il vous dit, moi je suis né le 13 août 1973, et sur votre prescription ou sur vos étiquettes, il y a écrit le 3 août. On ne se dit pas c'est une erreur de frappe, machin. C'est stop au bloc, on arrête tout, on vérifie tout ça, on contacte le service et on ne redonne le go que quand tout est cohérent. On arrête. On ne se dit pas, ouais, c'est une erreur, c'est pas bien grave, quoi. Au bloc, encore plus qu'ailleurs. Diapo suivante. La checklist au bloc, alors bon, on ne va pas détailler tous les items de la checklist, mais je voulais vous montrer qu'à chaque fois, il y a des temps de l'identité du patient est correcte, oui, non. J'ai refait une vérification croisée juste avant l'intervention, l'identité du patient est confirmée. Après l'intervention, et vous voyez, étiquetage, donc identification des pièces, des prélèvements, etc. Donc, vous voyez, il y a l'identité dans les 3 temps, à chaque temps, de la checklist de sécurité du patient au bloc opératoire. Est-ce que… Oui, voilà. Et donc, je redis, je l'ai déjà dit pour les prélèvements. Le prélèvement, on le fait au bloc, on l'identifie au bloc, on l'associe à sa prescription au bloc. Alors, si c'est des petits tubes, on peut mettre en sachet. Des fois, si c'est des grosses pièces, on ne peut pas. Hein, voilà. Et quand on sort du bloc, on a tout qui est identifié et ça part au laboratoire. On ne fait jamais on ne laisse jamais sortir d'un bloc opératoire, d'une salle technique, un prélèvement non identifié. Ce n'est pas possible. C'est un risque énorme d'erreur. Voilà, diapo suivante. Je voulais faire un focus sur les dispositifs médicaux implantables, parce qu'on en met au bloc, on en met de plus en plus, et sachez qu'il y a un nouveau règlement européen là, qui est en fonction depuis mai 2021. Alors bon, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, hein, le temps que les outils se développent, etc. Mais je voulais vous en parler. C'est ce qu'on appelle l'IUD, identifiant unique des dispositifs médicaux, qui sera basé sur une base européenne qui s'appelle la base EUDAMED. Et normalement, on doit stocker et à terme, ça va alimenter le dossier médical personnel du patient, le DMP, donc mon espace santé. Hein. On doit avoir une fiche de traçabilité qui va comprendre l'identifiant européen unique du dispositif, associé à l'INS du patient, donc le patient est identifié par son identité nationale de santé. Et le médecin qui a réalisé la pose doit être identifié par son RPPS. Et tout ça, à terme, ça alimentera le DMP. Quel que soit le DMI, il y a une fiche de traçabilité à renseigner. Alors, soit on fait que de la traça informatique parce qu'on a des scans, des codes barres, des super outils, très bien. En règle générale, il y a beaucoup quand même de traçabilité papier parce qu'on n'a pas encore les bons outils. La fiche de traçabilité, là où on va coller là, toutes les petites références du matériel qu'on a utilisé pendant l'intervention, elle contient l'identité du patient, mais à minima, l'identité, c'est une étiquette informatisée. Ce n'est pas le nom écrit, mal écrit, griffonné. Donc, l'identité, on est bien d'accord, c'est une étiquette informatisée qui contient à minima les 4 traits stricts, nom de naissance, premier prénom, sexe, date de naissance. Je voulais attirer également votre attention. DMI, dispositifs médicaux implantables, Emmanuel. Il faudrait que je le mette sur la diapo. Je mettrai la signification de l'abréviation sur la diapo. Donc, dispositifs médicaux implantables. Voilà, je voulais moi, je suis très sensible aux opérations de la cataracte. Pourquoi? Parce que dans l'établissement où j'étais, on avait eu 2-3 événements indésirables
graves, hein. Il n'y avait pas eu de conséquences avérées pour les patients, mais on les avait considérées comme graves en raison des conséquences potentielles, hein, de la gravité potentielle, sur des opérations de la cataracte. Pourquoi? Parce que ce sont des opérations qui sont rapides. Il y a un turnover rapide des patients et il y a des risques, bon, soit d'erreur d'œil, hein, on se trompe d'œil et on met l'implant dans le mauvais œil, soit d'erreur d'implant. Et ça, c'est d'autant plus dommage que ce risque, on peut le limiter si on s'organise pour n'avoir que l'implant et la prescription qui concernent le patient qui est présent à l'instant T dans la salle de bloc. Là, nous, on avait eu un événement indésirable. Après, quand on fait l'analyse, hein, c'est hyper évident. Hein. Tous les implants et tous les documents étaient contenus dans une petite boîte rangée par ordre de patients qui devaient subir l'intervention. La boîte est tombée, on n'a pas remis les trucs dans le bon ordre, et puis après, on est dans la routine, on est dans la performance, on enchaîne, on a l'habitude de toujours prendre le premier, puis comme c'est rangé dans l'ordre, on n'a jamais vérifié. Vous voyez, donc ce n'est pas routiné dans la tête des gens. Et puis, on se gourre, on implante le mauvais, et puis au moment du patient suivant, on se dit, mince, ce n'est pas le bon implant, parce que là, on voit bien que l'implant ne peut pas du tout aller sur cet œil-là. Et sauf que le premier patient sur qui on a fait l'erreur, on a fait l'erreur. Donc moi, j'ai une sensibilité particulière sur les opérations de la cataracte. Je trouve qu'il y a pas mal de risques à cause du turnover. Sur tout ce qui est acte à risque, donc endoscopie, radiologie interventionnelle, tout type de ponction, ponction sous scanner, etc., etc. À chaque fois, je les ai séparés, mais c'est exactement les mêmes bonnes pratiques que sur le prélèvement biologique. Vérification de la concordance entre les documents, prescription, étiquette, dossier éventuellement, hein, s'il y a un dossier qui n'a pas de prescription papier, moi je ne sais pas, et identité déclinée ou relevée sur le bracelet. Identification des tubes après le prélèvement, jamais avant. Et vérification de la concordance. Diapo suivante. Voilà. Même chose, on réalise l'examen, on a dans la salle que les documents qui concernent le patient en cours de prise en charge, on identifie immédiatement les prélèvements à l'issue de l'examen, on regroupe sachet et prescription dans le sachet double compartiment, et on transmet au laboratoire ensuite. Et si on respecte ça, il n'y aura jamais d'erreur. C'est vraiment, j'espère que, enfin, je suis sûre que vous êtes convaincus, mais si on fait bien ça comme ça, qu'on n'a pas de barrière de sécurité, on doit vraiment diminuer drastiquement les erreurs. Et diapo suivante, les types d'erreurs qu'on va relever, c'est exactement les mêmes que sur les prélèvements biologiques, des prélèvements non identifiés, des discordances entre l'identification du prélèvement et de la prescription, et voire des erreurs de patients d'identification. Hein. Exemple, par exemple, de la biopsie mammaire là, que je vous ai relaté là, en début de webinaire. Voilà. Et les causes d'erreur, c'est souvent, on avait des documents qui appartenaient à plusieurs patients et quand on a en sachet, on s'est gouré, on a pris le mauvais parce qu'on était dérangé, parce qu'on était pressé, parce qu'on a été interrompu, etc. On n'a pas étiqueté tout de suite, on s'est dit, tiens, je vais étiqueter après. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de prescription qui avait été faite et que le médecin, il a dit, allez, on enchaîne, on fait la série d'endoscopies, puis je ferai les prescriptions après. Et peut-être que parce que dans le logiciel, si on n'a pas la prescription, on ne peut pas imprimer les étiquettes. C'est possible aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment que tout le monde, y compris le praticien, comprenne qu'il a fini son acte, il a fait un prélèvement qui était… Alors, si le prélèvement est prévu, il peut faire sa prescription avant, c'est encore mieux, comme ça on a les étiquettes. Si le prélèvement n'était pas prévu, il a décidé, il a vu un truc qui ne lui plaisait pas, il a dit « allez, je prélève ». Quand il a fini avec ce patient, avant de passer au patient suivant, il fait ses prescriptions. Les étiquettes sortent, on étiquette, on en sache et on passe au patient suivant. Et ça sera un des derniers points, je pense que c'est le dernier point sur les diapos suivantes, sur les actes à risque. Je voulais quand même insister sur l'administration des produits sanguins labiles.
L'administration les premières causes d'erreur en transfusion, c'est quand même l'erreur d'identité. Donc rappelez-vous les données que je vous ai présentées tout à l'heure, 67% d'erreurs d'identité en transfusion en 2002-2003 aux États-Unis. Il y avait eu quelques études, alors un jour donné, sur des problématiques qui avaient été présentées au congrès de transfusion française en 2017 et qui montraient que c'était toujours les erreurs d'identitovigilance qui étaient les plus fréquentes. Et il faut savoir que c'est très bien encadré. Et il y a un arrêté là, du 15 mai 2018 qui reprend bien tout ça et qui décrit bien quelles sont les étapes où on doit vérifier l'identité. Et vous voyez qu'à toutes les étapes, je fais le groupage sanguin, je prescris des produits sanguins labiles, je vérifie l'identité portée sur les produits sanguins labiles et enfin sur la fiche de délivrance quand je les reçois dans le service et je revérifie au moment de l'administration. Donc, on va décrire chaque étape. Alors, je pense que vous devez le savoir en transfusion, mais c'est tellement important, il y a tellement d'erreurs que ça vaut le coup, je pense, de s'y attarder un petit peu. Voilà. Tout d'abord, le phénotypage érythrocytaire, donc le groupage sanguin. Il faut savoir que cet arrêté du 15 mai 2018, c'est le premier texte qui impose en santé la vérification de l'identité sur un document officiel d'identité. C'est antérieur au RNIV, hein, vous voyez, puisque le RNIV c'est 2021. C'est le premier texte qui dit, pour faire un groupage sanguin, il faut que je saisisse l'identité à partir d'un document officiel d'identité. Je vérifie évidemment la concordance de l'identité déclinée avec celle de la prescription et je fais une deuxième détermination, soit par un professionnel différent, ou alors, si c'est le même professionnel, je dois réaliser un deuxième acte de prélèvement indépendant du premier, c'est-à-dire je ne prélève pas les deux tubes en n'ayant piqué qu'une seule fois. Quoi, hein. Quand je, diapo suivante, commande des produits sanguins labiles, il faut savoir que l'identité présente sur la commande, sur la prescription, doit être identique à celle qui a du résultat du groupage sanguin. S'il y a une discordance, ça ne passera pas. Hein. L'établissement français du sang ne délivrera pas comme ça, ou alors il faudra négocier avec eux, expliquer qu'il y avait une erreur sur le premier, etc. À réception des produits, on vérifie la concordance de l'identité entre les produits sanguins labiles, l'identité présente sur la fiche de délivrance nominative et l'identité présente sur la prescription médicale. Et quand on dit on vérifie l'identité, on vérifie le premier prénom, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Il y a eu, si vous regardez sur le site de la MACSF, il y a eu un jugement il n'y a pas très longtemps, une erreur de transfusion sanguine qui s'est passée dans un CHU en Bretagne. Et donc, une erreur, un patient est mort. Hein. Quand même, un patient est mort. Il faut savoir qu'il y a quand même l'établissement qui a été condamné en tant que personne morale et les professionnels, alors je ne sais plus si c'était 8 ou 9 professionnels qui ont été condamnés à titre individuel. Qu'est-ce qui s'était passé ? Personne n'avait jamais vérifié la date de naissance du patient, ni au dépôt de sang au moment de la délivrance, ni par le médecin, l'interne qui avait prescrit, ni par l'infirmière qui a commencé l'administration, ni par la deuxième infirmière qui a fait, etc. On a tout fait sur un homonyme et le patient a reçu du sang A alors qu'il était B, quoi. Donc ça n'a pas loupé, il est mort. Hein. Donc l'identité, c'est vraiment les 4 traits et n'oubliez jamais la date de naissance. N'oubliez jamais la date de naissance, pensez aux homonymes. Diapo suivante. Au moment de l'administration, on vérifie la concordance sur excusez-moi, l'ensemble, on vérifie la concordance de l'identité déclinée avec l'ensemble des documents, les PSL, la fiche de délivrance, la prescription, le document de groupage. On identifie la carte de contrôle ultime au lit du malade si, dans votre établissement, il est prévu qu'elle sorte
de la chambre. Si dans la procédure de l'établissement, de transfusion de l'établissement, on dit la carte de contrôle ultime, on la laisse dans la chambre pendant 2-3 heures après la fin de la transfusion et si c'est rien passé, on la met à la poubelle, pas besoin de l'identifier. Si la carte de contrôle ultime, il est prévu de la ramener dans la salle de soins, on a besoin de l'identifier. Si la carte de contrôle ultime, il est prévu de la redescendre au dépôt de sang, ça peut être une pratique de l'établissement, le dépôt veut vérifier ça ou conserver la carte ou faire une photo de la carte, il faut impérativement l'identifier. Enfin, sachez qu'il y a une checklist qui a été proposée, donc la Globuliste, qui est une checklist transfusionnelle qui n'est pas du tout inintéressante à utiliser et qui peut, je pense, sécuriser les soignants parce que vous voyez, dans la transfusion, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses à respecter et c'est intéressant de sécuriser les soignants, comme ça ils cochent, j'ai fait, et ils n'oublient rien. Moi, je la trouve très intéressante, cette checklist. Je pense qu'elle peut rassurer les utilisateurs et les soignants qui vont administrer des produits sanguins labiles. Et je voulais vous faire moi, j'aime beaucoup les checklists. Je trouve que ça rassure. Je trouve que ça cadre les choses et que ça rappelle les bonnes pratiques. Donc, je vous ai rappelé ici toutes les checklists qui sont disponibles et reconnues par soit la HAS, soit qui ont été proposées par des sociétés savantes. Bon, évidemment, il y a la checklist bloc opératoire. Je ne l'ai pas rappelé ici, mais on en a longuement parlé tout à l'heure. Donc, moi, j'encourage à utiliser vraiment des checklists pour sécuriser les prises en charge. Et vous en avez pour pas mal d'actes à risque. Donc, il y a les cathéters veineux centraux, les endoscopies bronchiques et digestives, les checklists en radio-interventionnelle, en chimiothérapie, en obstétrique et en transfusion, celle que je viens de vous présenter. Vous pouvez tout à fait réaliser vous-même vos propres checklists ou modifier et enrichir celles qui sont proposées avec des items qui sont importants pour vos établissements. Donc là, je vous les ai présentés rapidement. Donc, endoscopie digestive, vous voyez, avant l'intervention, diapo suivante. Et encore diapo suivante. Voilà, merci. Vous voyez là, c'est la checklist en endoscopie digestive. On vérifie l'identité avant l'acte et si on a réalisé des prélèvements, on s'assure de l'identification des prélèvements. Diapo suivante, c'est la même chose en endoscopie bronchique. Vous voyez exactement la même chose. Diapo suivante. En radiologie interventionnelle et en chimiothérapie, vous voyez, je vous ai entouré à chaque fois les étapes de vérification de l'identité ou de vérification de l'identification des prélèvements. Dans diapo suivante, sur les cathéters veineux centraux, la même chose. Alors là, je n'ai pas entouré, mais vous voyez à gauche, avant la mise en place, on a bien identité du patient vérifiée. Et vous voyez, à chaque fois, c'est des… enfin, moi, je suis très checklist, très clairement. Et sur la partie droite de l'écran, là, vous avez la checklist césarienne. Pour terminer cette présentation, je voulais vous faire part de 3 situations que j'ai appelées des situations particulières. Donc, la psychiatrie, la pédiatrie et les homonymes pris en charge en même temps. Alors, en psychiatrie, on sait tous que la population est particulière, c'est sûr. Les professionnels sont également particuliers. Il est difficile, voire impossible, d'utiliser un bracelet par refus du patient ou refus des professionnels. Les soignants sont réticents parce qu'ils ont peur de l'altération de la relation soignant-soigné. Ils sont réticents à utiliser aussi des questions ouvertes parce que le patient va dire « mais comment, vous ne me connaissez pas, vous ne me prenez pas en charge, ça fait un mois que je suis là, etc. » Maintenant, le patient qui est hospitalisé en psychiatrie, il a droit à la même qualité des soins. Donc, il faut être un peu inventif, imaginatif et trouver des solutions alternatives. Ça peut être des photographies.
photographie dans le dossier, sur le pilulier, l'utilisation d'un trombinoscope, en utilisant en respectant la réglementation. Si on utilise des photographies, par exemple, il faut que le patient consente et ait signé un droit à l'image. Et évidemment, par exemple, si on utilise un trombinoscope, il ne faut pas que le trombinoscope il soit consultable par tout le monde. Il faut qu'il ne puisse être consulté que par les soignants et les personnels du service. Donc, il y a des choses à trouver. Faites attention parce que pour la certification, dans le critère, il est bien précisé, le patient porte un bracelet d'identification. Par bracelet, il faut entendre dispositif physique d'identification. Hein. Il faut pas, c'est pas le bracelet que bracelet. On peut avoir une photographie. Par contre, si vous n'avez rien, si vous choisissez de ne rien mettre en psychiatrie, je vous conseille fortement de verrouiller les choses et de pouvoir vous justifier auprès des experts parce que il y a un établissement psychiatrique là, qui est passé à la certification V 2020 et ils l'ont eu l'observation en disant vous n'avez rien et le fait que ça soit des malades psychiatriques, etc., ça n'a pas changé le point de vue de l'expert. Donc, il y a quelque chose à… Moi, je comprends que ça soit compliqué. Hein. Nous, on n'avait pas mis de bracelet en psy. Par contre, on avait mis des photos. On avait mis des photographies et ça permettait au moins de vérifier l'identité. Deuxième population particulière, la pédiatrie. Donc, la pédiatrie, je vous ai dit tout à l'heure, les enfants avant 8 ans doivent être considérés comme non communicants et donc porter un dispositif physique d'identification. Maintenant, les choses ne sont pas toujours simples avec les enfants, parce que d'abord, un enfant, on l'appelle par son prénom, les soignants l'appellent par son prénom. Il y a parfois des centres de long séjour pour enfants, et en long séjour, peut-être qu'on ne pourra pas faire la même chose qu'en court séjour. Il y a des prénoms qui sont très fréquents, hein, il y a les modes. Donc, quand on appelle Kevin, peut-être qu'on a 3 Kevin, ou Léo ou Théo, hein, je ne sais pas quels sont les prénoms à la mode en ce moment. Et puis, toujours pareil, si on est… faire attention au nouveau personnel, au remplacement, à l'intérim. Donc, le bracelet, je pense que ce n'est pas toujours acceptable hein, pour un enfant. Par contre, la photographie, pour moi, c'est un minimum. Pensez, si c'est du long séjour pédiatrique, la photographie, il faut la reprendre. Au moins tous les 6 mois, un enfant, ça change super vite. Donc, la photographie, il faut prévoir de la reprendre tous les 6 mois. Dernière situation particulière, les homonymes. Donc, l'exemple typique hein, qui peut arriver, c'est un couple, une personne âgée en règle générale, souhaite être hospitalisé dans la même chambre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dire, oh, bah non, monsieur, madame, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas très bien traitant tout ça. Donc, en règle générale, on accepte. Maintenant, à nous, soignants, de mettre des barrières pour sécuriser la prise en charge. Donc, par exemple, il y a des solutions. Hein. On peut proposer à l'épouse d'utiliser son nom de naissance pendant l'hospitalisation, en lui expliquant hein, le risque pour ne pas se tromper de patient, etc. On trace ça impérativement dans la macro-cible d'entrée pour alerter tous les professionnels. On réalise une petite sensibilisation des soignants qui participent à la prise en charge. On n'oublie pas d'informer les services médico-techniques, la pharmacie, le labo, l'imagerie, parce que s'ils savent qu'il y a un homonyme, ils feront plus attention. S'ils ne sont pas au courant, ben, on a une barrière de sécurité qui saute. Et évidemment, bien informer et faire participer les usagers à leur identification. Alors, on a vu pendant ce webinaire les bonnes pratiques et comment faire pour limiter les risques. Maintenant, diapo suivante, et encore diapo suivante, on ne peut pas s'assurer qu'on va toujours limiter les risques. Donc, la première chose, c'est bien connaître les causes d'erreurs fréquentes. La première chose, c'est on fait confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Chacun est responsable à son niveau de la vérification de l'identité. On a des tâches répétitives, on a l'habitude, le patient est là depuis longtemps, on fait toujours la même chose. Cause d'erreur, interruption de tâches et faire les choses à deux. 4 causes d'erreurs très fréquentes. Maintenant, on a fait une erreur. Des erreurs, il y en aura. Il y en aura. Que faire? Prévenir, tracer dans le dossier,
Diapo suivante. Donc, il faut prévenir l'équipe, prévenir le médecin, tracer l'erreur dans le dossier, déclarer en événement indésirable grave. Hein. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir l'analyser et mettre en place des barrières d'amélioration. S'il s'agit d'un EIG, d'un événement indésirable grave avec dommages liés aux soins, il faut informer l'usager en respectant la procédure, hein, qui est une procédure parfaitement encadrée. Déclarer les événements indésirables, diapo suivante, merci, pour les analyser, pour s'améliorer et surtout faire participer l'usager à son identification. Information au travers d'affiches, au travers d'explications, explications sur la pose du bracelet, explications quand on lui demande de décliner son identité, et l'inviter vraiment à participer à son soin, à s'intéresser à ce qu'on lui fait. Pourquoi? Parce que l'usager sera une barrière supplémentaire. Enfin, diapo suivante et diapo suivante. S'il y a que peu de choses à retenir, c'est pour sécuriser l'identification secondaire. Tout est basé sur un contrôle de cohérence entre l'identité déclinée ou l'identité présente sur un dispositif d'identification physique et le support à la prise en charge. Voilà. Alors, j'en ai fini. Je vais en profiter pour répondre aux questions. Alors, pour Christine Nicolai, qui me posait la question, pour les hospitalisations à domicile et le centre de dialyse, c'est le RNIV2. Ça dépend. Un centre de dialyse, normalement, c'est considéré comme un établissement de santé. Donc, normalement, il dépend effectivement du RNIV2. Maintenant, pour que ça soit l'hospitalisation à domicile ou le centre de dialyse, vous avez la possibilité de demander une dérogation à l'ARS pour dépendre du RNIV3 en justifiant d'une structure peut-être de petite taille, d'un faible nombre d'accueils journaliers, de l'absence éventuellement d'activités très à risque, etc. Toutes les conditions d'acceptation d'une dérogation, ça a été décrit dans une fiche pratique du réseau des référents régionaux en identito-vigilance et vous trouverez le lien dans l'espace collaboratif Grive de l'Agora Social Club. C'est la fiche pratique numéro 13, aide à la décision pour mesures dérogatoires. Ben, écoutez, je regarde si j'ai répondu à toutes les questions dans le chat. J'ai l'impression que c'est bon. Voilà, parfait. Je vous remercie à tous d'avoir assisté et de votre intérêt pour cette formation et surtout des interactions que nous avons eues dans le chat. Vraiment, c'était très riche hein, pour moi. J'aime beaucoup quand il y a des interactions parce qu'on sait qu'on intéresse les gens au sujet, donc c'est très, très agréable. Ce qui va se passer après, c'est on va vous proposer de répondre à un questionnaire d'évaluation des connaissances, pas du tout obligatoire, hein, c'est si vous le souhaitez, bien sûr. Et si vous avez plus de la moitié des bonnes réponses, on vous délivrera une attestation de formation Grive, qui est très jolie. Et enfin, on va vous proposer de répondre à quelques questions dans le cadre d'un questionnaire de satisfaction. Alors, il y a 4-5 questions, ce n'est pas énorme. Si vous pouviez prendre le temps d'y répondre, ça serait vraiment très sympathique. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet d'améliorer et de revoir les formations pour les adapter au mieux à vos attentes. Je vous remercie à tous de votre participation et de votre présence à la formation. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.